Bonjour à toutes et tous. Je vous promets de ne pas faire un discours trop long, car en préparant cette table ronde, nous nous sommes rapidement rendus compte à quel point le sujet était vaste et complexe, et que les 2 heures consacrées aujourd'hui à ce sujet ne vont certainement pas suffire à en faire le tour. Nous savons que le sujet de la responsabilité va demander à être encore plus développé et approfondi. Et sachez que la DTE se tient à l'écoute des sollicitations de tous les acteurs de la filière pour collaborer à la bonne compréhension de cet enjeu. Je serai donc bref. Youpi. Tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement Evans Paris, Romuald Gadra et Arnaud Fauché pour leur formidable accueil et pour leur confiance renouvelée cette année. Fred Baudran, membre de la DTE et initiateur à l'Institut sur plein gré de ces ateliers organisés par la DTE. Je tiens à remercier aussi tous les intervenants de cette table ronde qui nous ont fait l'honneur d'avoir répondu présent à notre demande. Je laisserai Didier les présenter plus en détail. Merci bien sûr au bureau, Jérémy et Sébastien, ainsi qu'aux 65 membres de notre association qui forment depuis 3 ans maintenant un formidable réseau professionnel d'échange et de partage. Un grand merci à vous d'être si nombreux. Il est bien sûr un énorme merci à Didier Bouquet pour son travail monumental de préparation et d'organisation de cette table ronde. De tous ces échanges est né le thème que nous avons voulu traiter aujourd'hui, car il fait partie des préoccupations majeures et permanentes de la communauté des directrices et directeurs techniques événements. Le sujet de cet après-midi, organisation d'événements, tous responsables ? Donc notre association, l'association de la DTE, l'association des directeurs et directrices techniques événements, a souhaité donc organiser cette table ronde pour questionner sur les niveaux de responsabilité des différents intervenants et parties prenantes dans l'organisation d'un événement. Donc je me présente, donc je suis Didier Bouquet, je suis directeur technique freelance et je suis aussi secrétaire de l'association de la DTE. Donc je vais présenter un peu le plateau. Donc nous avons Hervé Pierre, président de Hervé Pierre Consulting, bureau d'études techniques spécialisé en sécurité incendie. Bonjour Hervé. À sa gauche, Emmanuel Granier, donc ingénieur chez ICE. Toi, tu es spécialisé en structure. Donc ICE, c'est inspection contrôle événementiel, donc spécialisé en vérification des installations électriques et structures. Et c'est notre partenaire en maîtrise des risques. À sa gauche, Frédéric Séau, représentant des freelances de l'événementiel, une association qui compte, je crois, plus de 350 membres ou 400 membres, me semble-t-il. J'ai plus le chiffre en tête, je suis désolé. Donc, il est aussi directeur de production freelance avec le bureau de prod. À sa gauche, bonjour Peggy Boitel, tu es administratrice de l'événement et donc tu représentes aujourd'hui l'événement, donc l'association des agences de communication événementielle, mais tu es aussi directrice associée de l'agence Événemandel. Bonjour. Bonjour Peggy. À sa gauche, Stanislas Surin, vice-président du Sympaz, et c'est à ce titre-là qu'on reçoit Stanislas. Donc le syndicat national des professionnels de l'audiovisuel et du spectacle et de l'événement, et aussi directeur associé et DRH du groupe Novelty Magnum du show. C'est bien ça ? Parfait. À sa gauche à nouveau, Patricia Lapati, tu es juriste de formation, mais aussi directrice de l'agence Total Régie. Voilà, merci d'être là. Je continue avec Cédric Thévenot, directeur de Verspiren, courtier en assurance et spécialisé en événementiel. Voilà, bienvenue à tous nos intervenants. Merci d'avoir répondu à l'appel. Merci au public d'être là. On va tout de suite commencer pour vous parler un petit peu de la responsabilité. Alors, en préparant cette table ronde, je me suis posé bêtement la question, qu'est-ce que ça voulait dire la responsabilité? Et donc, a priori, là, ça vient du verbe latin respondere. Donc, m'en voulez pas pour mon latin, il est un peu rouillé. Donc, ça veut dire se porter garant, répondre de quelque chose ou de quelqu'un. Apparenté à sponsio aussi, la promesse. Donc cela confère au mot responsabilité une idée de devoir, d'assumer ses promesses et de l'obligation de répondre de ses actions ou de celles des autres et surtout d'en être garant. Alors, on va plus particulièrement parler de la responsabilité professionnelle dans cet atelier. Quand on parle de responsabilité professionnelle, on parle de responsabilité civile et pénale à partir du moment où l'événement va ouvrir ses portes et accueillir du public et jusqu'au départ du dernier invité. Donc, sur cet atelier, vous allez voir qu'on va exclure un certain nombre de domaines. Notamment,
On va aborder très rapidement le code du travail, mais en tout cas, ce n'est pas le sujet du moment, c'est-à-dire montage, démontage. Donc là, on est vraiment sur la partie exploitation lorsque le public est présent. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec toi, Patricia. Avec ton caractère juriste, afin de tenter de mieux comprendre qui est cet organisateur d'événements et ce que cela engendre en termes de responsabilité. Bonjour à tous. Alors celui qui organise l'événement, il a une responsabilité qui est pleine et entière. Donc là, il n'y a pas d'exclusion de responsabilité qu'on peut entrevoir sous deux formes. La responsabilité civile, elle consiste à répondre de ces actes dans la matière civile, c'est-à-dire réparer le dommage, à la différence de la responsabilité pénale qui, elle, consiste à sanctionner un comportement qui est contraire à l'ordre public, une infraction. Donc, quand il y a un problème sur un événement, on peut rechercher deux voies de responsabilité, l'une n'étant pas exclusive de l'autre, la voie civile et la voie pénale. Pour en revenir à notre sujet, celui qui organise un événement, le chef d'orchestre, encourt une responsabilité civile et pénale en cas de dommage. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir par rapport à cette responsabilité civile et pénale ? Peut-être que Peggy, toi tu représentes donc l'événement. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on entend bien sur cette mot organisateur d'événements. Donc, le chef d'orchestre. Donc, forcément, le chef d'orchestre. Donc, très vite, on se dit que c'est l'agence. Et donc, ça peut être un début de réponse et bon, quand on a préparé ensemble et qu'on en a discuté, c'est pas la réponse puisqu'on peut pas exclure et Patricia va bien l'expliquer. On invite en tout cas à l'événement d'ores et déjà quand on voit ça à vraiment à rédiger un contrat. En tout cas, on y vient un contrat entre on va dire l'agence et l'annonceur, en tout cas le donneur d'ordre, pour mettre pas mal de choses noir sur blanc. Ça ne va pas, ce contrat va absolument rien résoudre, mais on met, nous, en tout cas pour nos adhérents, on leur met des outils à disposition. Entre autres, il y a ce contrat type. Certes, ça ne va pas tout résoudre parce qu'on va se rendre compte que très vite, en fait, on n'arrive pas à donner de définition à notre assemblier, puisqu'en fait, organisateur, qu'est-ce qu'un organisateur d'événements ? Est-ce que c'est un producteur exécutif ? Est-ce que c'est un assistant à maître d'ouvrage ? On va en parler un petit peu après. Le contrat va pas tout résoudre. Il va mettre certains points, en tout cas vraiment par écrit, parce que de toute façon, on va se rendre compte que chacun est responsable selon sa mission. Il y aura une cascade de responsabilités. Mais quand on entend Patricia, l'agence est responsable. Donc c'est hyper important d'agir dans un cadre réglementaire et je pense qu'on va en parler après. Oui, tout à fait. Le cadre réglementaire, on va vraiment en parler après, parce que ça va être la prérogative de certains spécialistes. Cédric, en tant qu'assureur, toi, ce terme justement, organisateur d'événements. Alors moi, je m'intéresse pas forcément aux organisateurs. Ça va vous paraître curieux, quasiment iconoclaste. Je vais m'intéresser à vos événements. En fait, avant que d'avoir un client en face de moi, je me fiche un petit peu de savoir si c'est une association, si c'est une fédération, si c'est une agence, si c'est une société. Je vais m'intéresser à ce qu'elle va organiser. Et ce qu'elle va organiser en tant qu'événement, alors bien évidemment au travers des agences de communication événementielle, c'est plutôt un événement corporate, mais va-t-elle organiser l'hébergement, le transport ? Et dans ce cas-là, elle sera effectivement, en allant justement sur le plan réglementaire, elle va être sous le coup du code du tourisme en tant qu'intermédiaire de voyage. Si elle organise un événement sportif, alors non, là, c'est plus une profession réglementée comme celle d'intermédiaire de voyage, c'est une activité réglementée. Le savez-vous ? Dès lors qu'il y a l'organisation d'un effort physique qui donne lieu à classement sur la voie publique, genre la course en sac simplement sur le trottoir de votre immeuble, c'est un événement sportif soumis au code du sport. Et si je vais un petit peu plus loin, même dans le domaine du sport, est-ce que c'est du sport aérien ? Est-ce que c'est du sport maritime ? Tout cela sont bien évidemment soumis à certaines règles qui font que le contrat d'assurance qui naîtra pour l'organisateur devra comporter un certain nombre de choses et de références. Le simple contrat qui ne fait pas référence, par exemple, en cas d'organisation d'un événement sportif, le seul contrat qui ne fait pas référence au code du sport est déjà entaché de nullité. Merci, donc c'est très clair. Donc on a vraiment des exclusions
clair et net sur la partie assurantielle. Mais je veux aller peut-être un petit peu plus loin sur ce terme d'organisateur. Donc Peggy, je crois que tu voulais peut-être développer un petit peu plus, justement, parce que tu as parlé de maîtrise d'ouvrage événementiel ou de production exécutive au lieu d'organisateur. Donc en quoi cette terminologie peut-elle avoir une réelle importance? En fait, effectivement, on se rend compte en cherchant quelle définition on veut donner à notre métier d'assemblier que c'est pas simple en fait. Et comme il y a beaucoup, ça dégage beaucoup de conséquences, il faut quand même y réfléchir. Donc, par exemple, si on prend le monde de la production de spectacles vivants, eux, ils ont une réglementation, ils ont la licence d'entrepreneur de spectacle, c'est bien cadré, ça permet de veiller au respect des règles sociales, fiscales, même de propriété intellectuelle. Quand on parle de production exécutive, ça se rapproche un peu plus de nous, parce qu'en fait, on va dire que le producteur, c'est le client, et nous, on est producteur exécutif, mais en fait, on voit bien que ça se limite à la production. Donc, une partie de notre métier, et parce que le producteur, il va mettre effectivement en place des moyens et il va respecter le budget. Si on parle de maîtrise d'ouvrage, là, on est vraiment sur la partie pilotage projet, donc une autre partie encore de notre métier. Donc, en fait, et cette définition, en plus, elle englobe un rôle de conseil, donc elle engage encore plus l'agence. Donc, selon les termes, on voit que ça peut plus ou moins engager l'agence. Et en fait, c'est pour ça, en tout cas, qu'il est important, je parle là par rapport à l'événement, donc notre association, on a décidé depuis quelques années de se structurer et ça a pris d'autant plus de sens au moment de la Covid, où en fait, il faut parler le même langage. Et c'est ça où on arrivera à bien travailler et en fait à structurer, à légitimer nos actions. Et je reviens sur notre présidente Muriel Blaillac qui a fait la cérémonie d'ouverture en fait au début de cet event, mardi, où elle a annoncé qu'en fait notre association avait été reconnue comme organisation professionnelle représentative du monde de l'événementiel, entre autres des agences pour la création de l'événement, voilà. Et en fait, ça nous permet désormais de pouvoir négocier pour ces entreprises pas mal de choses, et je pense que ça va faire évoluer, ça va nous crédibiliser, légitimer, et encore une fois, c'est ce qu'on veut faire, on veut structurer nos métiers. Et pour en revenir à cette idée d'organisation d'événements, il va falloir quand même réfléchir à ses responsabilités, parce que l'agence en fait ne peut pas non plus tout porter. Il y a plein de petites cases et on peut pas non plus tout porter. Alors, je pense que voilà, Patricia Dodlin. Donc, quand elle dodeline comme ça, faut lui donner la parole. Donc, Patricia, on t'écoute sur cette partie-là parce que je crois qu'il y a un petit point sensible. On peut ne pas être d'accord, c'est pas très grave. Non, moi je pars. En droit, une chose est sûre, c'est que le sachant, celui qui est expert, celui qui est sachant, c'est celui qui organise. En tout cas, on ose l'espérer, que celui qui organise l'événement a quand même quelques compétences, un peu d'expérience. On lui demande pas de tout savoir, mais à minima de savoir s'entourer de sachants et d'experts. Et c'est ça qui le rend responsable. Très bien. Alors justement, des sachants, des experts, on en a plein le plateau. Donc ça tombe bien. Donc moi, je voulais avoir un peu la réaction d'Hervé Pierre, donc chargé de sécurité, Hervé Pierre Consulting, sur ce mot justement d'organisateur, parce que c'est quand même un mot qui figure très régulièrement sur tes notices de sécurité. Donc quel est ton avis là-dessus, sur cet organisateur, et qui est-il ? Donc effectivement, pour déposer un dossier de demande d'autorisation d'ouverture au public, on a besoin de nommer un référent, un organisateur. Et cette personne-là sera référent direct en cas d'incident auprès des autorités administratives, préfectures ou mairies. Donc effectivement, il faut bien le nommer pour avoir les bonnes infos. Alors, donc là, je pense que tu as peut-être quelque chose à rajouter là-dessus, Patricia ? D'ailleurs, sur ce formulaire, l'organisateur d'événements, on demande de nommer une société, donc c'est la personne morale, et on demande ensuite à ce que soit bien spécifié le nom de son représentant légal. C'est-à-dire que là, c'est la personne physique qui représente la personne morale. Tout ça parce qu'on peut rechercher deux types de responsabilités. S'il y a eu des choses graves, évidemment, il y aura une responsabilité pénale, et de toute façon, la responsabilité civile pourrait être engagée aussi. Le civil, c'est réparer le dommage, donc c'est des dommages d'intérêt, c'est de l'argent.
Le pénal, c'est un peu plus compliqué parce que ça voudra dire force de police, ça voudra dire instruction, etc. Quand vous avez un décès sur un événement, il y a une enquête qui est diligentée, il y a un magistrat instructeur qui est nommé et donc une recherche de responsabilité. Alors, il y a quand même une chose pour pas non plus que tout le monde parte en courant d'ici quelques minutes, c'est pas l'idée. L'organisateur d'événements, il est responsable, à charge pour lui de faire appel à des professionnels qui eux-mêmes seront responsables au sein de leur cœur de métier. Prenons l'exemple d'un architecte, c'est l'organisateur, c'est le chef d'orchestre, c'est l'organisateur. Son job, c'est de prendre les meilleurs, les experts qui l'entourent pour faire le job. Si l'un d'eux ne le fait pas, on fera une recherche en co-responsabilité chacun des deux, et au final, celui qui n'aura pas assumé, qui n'aura pas correctement fait son job, sera au final responsable. La recherche de responsabilité, ça ne veut pas dire qu'on est forcément condamné. Alors peut-être, je pense que tu veux faire une réaction peut-être par rapport au contrat notamment. Oui, voilà. Et comment un contrat pourrait-il dédouaner un peu les responsabilités? J'entends par là, on a sur certains événements, on est assistant à maîtrise d'ouvrage. On y vient à ce point. Donc assistant à maîtrise d'ouvrage, ça veut dire qu'on n'est pas totalement responsable. Il y a quelqu'un au-dessus de nous. Et c'est souvent le donneur d'ordre. Nous, dans notre agence, c'est le cas. Pas plus tard que ce début de semaine, on a organisé un événement où en fait notre client a signé la notice de sécurité. Donc parce que nous on l'accompagnait, donc là on est vraiment dans un cas concret. En quoi ça l'engage et en quoi ça nous engage? Quel est à ce moment-là le niveau de responsabilité? Enfin, en fait, il a aussi une partie. Je sais que c'est l'objet de pas mal de choses. On a pas mal de questions après de sujets là-dessus, donc je ne vais pas non plus tout de suite tout révéler, mais voilà, quelle est la part quand on a ce contrat où, par exemple, on dit vous êtes assistant à maîtrise d'ouvrage? C'est quoi la responsabilité au final s'il se passe quelque chose? Alors encore une fois, on va distinguer la responsabilité pénale de la responsabilité civile. Nul ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale. Ça se délègue pas. On est responsable de soi-même. On n'est pas... voilà. Donc ça déjà, celui qui vous fait signer un contrat où il y a une délégation de responsabilité pénale, notez son nom et fuyez. Ça n'existe pas. Pour ce qui concerne la responsabilité civile, alors, j'ai envie de dire, tout va dépendre de quoi on parle. À chaque fois, c'est des questions d'ajustement. On ne peut pas faire de lieu commun. Effectivement, par contrat, on peut déléguer certaines responsabilités. Ça, c'est possible, à condition qu'en face, on ait affaire à un sachant ou à un expert. Ça, c'est de l'ordre du possible. D'ailleurs, ça se fait, je crois, aussi, tout à l'heure, on en a parlé, en assurance. Est-ce que tu veux rebondir dessus, peut-être ? Il est effectivement possible, au moment de la contractualisation de vos accords, avec vos prestataires notamment, mais ça peut être aussi avec votre client, et très souvent d'ailleurs, c'est un peu le pot de fer contre le pot de terre, votre client va vous demander un abandon de recours contre lui et ses assureurs. Ça n'est pas impossible, si ce n'est que si vous deviez l'accepter, il faut en connaître les conséquences. Et les conséquences, c'est que dans le contrat de responsabilité civile organisateur de l'agence, donc le contrat RC professionnel, il est stipulé que votre assureur doit être tenu informé de tout abandon de recours que vous pourriez avoir à signer. Sinon, il n'y a pas de garantie. Ça veut dire que, bien évidemment, on va parler ici là, de l'organisation de cette noble assemblée. Si quelque chose se décroche des cintres, mais que vous avez... Vous, l'organisateur, vous avez abandonné tout recours contre le site, c'est vous qui allez porter la responsabilité de ce qui se décroche des cintres, quand bien même vous n'aviez, vous, rien accroché. Donc il faut connaître, bien évidemment, les conséquences que cela peut avoir sur le contrat, et l'assureur va porter la responsabilité à la place de ceux qui auraient pu commettre des erreurs. Ça nécessite bien évidemment qu'il l'accepte, et éventuellement qu'il majore votre contrat de quelques euros supplémentaires. Si vous ne le faites pas, tout simplement, vous avez failli par rapport aux dispositions contractuelles de votre contrat d'assurance et vous n'êtes plus assuré. Et je vais peut-être redonner la parole à Hervé Pierre pour qu'il nous redonne un petit peu ce cadre réglementaire et légal qui intervient dans l'organisation d'événements et notamment dans les établissements recevant du public. Donc reprends tes notes. Hervé, c'est à toi. Bon, ça va aller vite. Oui.
Alors, en ce qui concerne la sécurité incendie et l'organisation d'un événement, on a 2 articles du Code de la construction et de l'habitation qui sont importants. C'est l'article 2 et l'article 3 du R143 du CCH, qui définit d'une part... CCH, Code de la construction et de l'habitation, qui Voilà, réglemente les établissements recevant du public. Affirmatif. Donc on a ces 2 articles, l'article numéro 2 qui définit ce qu'est du public. Parce que souvent on dit je fais manifestation privée dans un lieu ERP, je n'ai pas besoin de déposer de dossier. Eh bien si, parce que la manifestation privée, on va aller au plus simple, la manifestation privée ne concerne que des manifestations chez soi, des anniversaires, des mariages ou des choses comme ça. Donc, dans les autres cas, on reçoit du public, voilà, qu'il soit gratuit, sur invitation, payant, c'est du public. Donc, il est soumis à une demande d'autorisation d'ouverture au public. Pour les assureurs, pour je vais te couper un tout petit peu, Hervé. Ouais. Le simple fait que vous dérouliez 1 mètre carré de tapis rouge entre l'habitation privée et le bord du trottoir pour accueillir vos invités, et a fortiori, comme il pleut, comme aujourd'hui, vous allez mettre même une jolie petite guitoune pour protéger votre tapis rouge, va conférer à votre événement privé le caractère public parce que vous avez posé 2 mètres carrés de tapis rouge sur la voie publique. Donc faites très attention, si votre événement doit être privé, il est privé. Il ne faut pas qu'il se répande un tout petit peu, même sur 2 mètres carrés de tapis rouge, sur la voie publique. Pardon. Alors ça, je veux bien qu'on insiste sur ce caractère privé de l'événement, parce qu'on l'entend très, très régulièrement, et je pense que les freelances de l'événementiel, ou nous-mêmes en tant que directeur technique, on l'entend souvent. On dit, mais il n'y a pas de problème, c'est privé, c'est uniquement les quelques cadres de la société, et donc on est soumis à quasiment aucune réglementation. Alors, qu'est-ce qu'il en est précisément ? Vas-y, Peggy, pour l'événement. On peut avoir des clients qui organisent des choses dans leur bureau. Et en fait, ils nous appellent. On va faire un team building, on va faire une soirée, mais c'est dans nos bureaux, donc c'est pas grave. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'il en est, Hervé? Je pense que tu as une réponse un chef d'entreprise qui organise une soirée dans ses bureaux, et s'il n'est invité que ses collaborateurs, on est dans le code du travail. C'est pas un ERP. Si par contre les conjoints sont invités, là on passe au niveau ERP, puisque les conjoints n'ont pas l'habitude des locaux, ne travaillent pas dans l'entreprise, donc là on devient dans une manifestation publique. Est-ce que tu peux juste nous dire aussi un petit mot sur le seuil d'assujettissement que prévoit la réglementation, c'est-à-dire, est-ce que tu peux développer quelques mots rapides là-dessus, parce que je pense qu'ils sont importants pour savoir en effet à partir de quel moment on doit vraiment appliquer une réglementation qui est un petit peu plus costaud. Alors, ce qui intéresse les autorités administratives, c'est dès qu'on dépasse la 5e catégorie. Donc, une 5e catégorie, c'est des établissements qui reçoivent entre à peu près une vingtaine de personnes jusqu'à 200 personnes. Après, il y a des cas exceptionnels dans les discothèques où on est en dessous, mais jusqu'à 200 personnes, voilà, il n'y a pas de... En fonction de l'activité qui est prévue, en effet, que ça soit une discothèque, que ça soit un restaurant, que ça soit un magasin, peu importe, il y a un seuil au-dessus duquel... Au-dessus de 200 personnes, on est vraiment soumis à un dossier de sécu. Voilà, donc on est soumis à un dossier de sécurité, donc ça c'est impératif, et donc on se doit d'être réglementaire, donc et appliquer ce fameux arrêté du 25 juin 1980. Exactement, et d'utiliser des locaux, alors ça c'est le bas qui blesse, c'est d'utiliser des locaux qui sont effectivement prévus pour recevoir du public, donc des locaux qui ont été homologués par la commission de sécurité et qui font l'objet d'un avis favorable. Ça c'est aussi les obligations des propriétaires, des exploitants, des utilisateurs. Et oui, donc des responsables de lieux aussi. Des responsables de lieux, effectivement. Donc, et on trouve aussi beaucoup de lieux, alors je dénonce, enfin je ne dirai pas de nom, qui proposent des établissements à la location. Ils disent oui, nous sommes ERP, et au fait, on se retrouve devant le fait accompli que ces locaux n'ont jamais été réceptionnés du tout par une commission de sécurité. Qu'est-ce qu'on est en droit en tant qu'agence, en tant que freelance, en tant que, je pense au DIRPROD notamment, ou DIRTEC qui sont responsables, à quel moment et qu'est-ce qu'on peut demander à un lieu pour s'assurer qu'ils sont bien homologués et qu'ils ont bien eu l'arrêté d'ouverture? Alors, ce qu'on peut demander aux propriétaires ou aux exploitants des lieux, c'est d'avoir, donc pour les établissements qui reçoivent entre plus de 200 personnes, c'est de leur demander le dernier rapport de la commission de sécurité, parce qu'ils sont soumis à des visites périodiques qui varient de 1 an à 5 ans. Donc dans cette périodicité, ils ont des visites et on doit leur demander de fournir ce fameux document, ce fameux PV qui n'est pas un document confidentiel. Voilà, donc s'ils refusent... Alors, s'ils refusent, après, il y a des solutions un peu plus
un peu plus... Voilà, on va sur un cran dessus, on appelle la préfecture. Moi, j'appelle souvent la préfecture pour avoir des infos sur des lieux, puisque les lieux ne veulent pas les donner. En effet. Et la préfecture répond. Voilà. Alors, on va rentrer dans les exceptions. Alors, est-ce qu'il y a un peu des exceptions à ce cadre réglementaire? Déjà, je voudrais qu'on parle de l'utilisation exceptionnelle des locaux. C'est-à-dire qu'en effet, un local qui est prévu initialement pour faire de la restauration et on veut le transformer en boîte de nuit de façon temporaire, qu'est-ce qu'il est possible de prévoir par la réglementation? Alors tout à fait, c'est prévu par le règlement de sécurité et l'arrêté du 25 juin 1980. C'est là le fameux article GN6 qui effectivement prévoit d'organiser des manifestations dans des établissements qui n'ont pas été homologués pour un certain type. Alors il faut savoir que depuis le 30 octobre, donc c'est tout récent, les GN6, où avant on pouvait faire ce type de demande et c'était 15 jours avant, la préfecture, enfin les autorités, le ministère, a passé ce délai à 2 mois avant. Donc maintenant, si on veut faire une manifestation exceptionnelle dans ce type d'établissement, il faut faire son dossier 2 mois avant. Et j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais on est d'accord que ce fameux article GN6 qui permet une utilisation exceptionnelle différente de l'utilisation initiale du lieu, ça veut dire qu'on est déjà dans un ERP existant, homologué, avec tout ce qu'il faut dans son exploitation, par exemple d'un restaurant, je reprends mon exemple, d'un restaurant, donc les issues de secours, enfin protection des personnes et des biens, etc. Tout est conforme à la réglementation, mais juste on bascule temporairement sur une autre utilisation. Donc on est bien d'accord que ce GN6, on ne peut pas l'utiliser dans des lieux qui sont non ERP, c'est-à-dire qui ne sont pas concrètement réceptionnés par la mairie ou par la préfecture. Effectivement, l'article GN6 n'est valable que pour les établissements qui sont déjà homologués ERP. Sinon, pour les autres établissements, normalement, on n'a aucun droit de faire une manifestation et d'y recevoir du public. Alors justement, on va parler maintenant des lieux qui sont non ERP, donc qui n'ont pas eu aucune homologation, ou en tout cas que les exploitants essayent de vendre en locatif pour pouvoir faire, j'imagine, un petit peu d'argent, enfin je suppose en tout cas. Il y a notamment, et je citerai personne non plus, des lieux comme des parkings qu'on va transformer pour en faire des soirées, voilà, tout le monde rigole. Voilà, donc en ce moment c'est légion. Tendance. Voilà, c'est tendance. Comment on peut quand même réussir à faire éventuellement un événement dans un lieu qui n'est pas réceptionné? Sans y faire des travaux et sans demander les classements de l'établissement en ERP, on ne peut rien faire. Donc si ça se faisait, si un organisateur décidait de faire cette manifestation dans ce lieu, il en serait totalement responsable, il engagerait sa responsabilité civile et pénale, des soucis d'assurance parce qu'il n'était pas assuré par sa RC professionnelle, et bien sûr c'est mise en danger d'autrui, donc on va voir un juge directement. Alors, vas-y Patricia, si tu veux intervenir, et après je passerai la parole à Cédric parce qu'il a des choses à dire pour Verspiren. Donc toi sur la partie juridique. Alors sur la partie juridique, moi j'ai quand même 2 choses à dire sur ces lieux qu'on rencontre un petit peu trop souvent. Et comme je le dis souvent aux agences, attention, s'il se passe quoi que ce soit, vous êtes totalement responsable. Et dans bien des cas, mais après c'est notre ami qui va confirmer, en principe votre RC ne fonctionne pas. Puisque le lieu n'est pas autorisé à recevoir de la manifestation, votre RC Pro ne peut pas fonctionner. Mais ça, tu vas leur préciser. Et par ailleurs, quand ensuite on nous demande d'organiser avec la préfecture des réunions pour mettre en place des dispositifs sur la voie publique, quand le lieu n'est pas ERP, la PP, elle vérifie quand même si le lieu est autorisé à recevoir du public. Donc après, c'est extrêmement compliqué de dire à la préf, bon finalement, j'emmène 300 personnes, dont 250 VIP, super important, merci de nous mettre un service de sécurité. C'est quasiment pas possible, c'est extrêmement compliqué. Peut-être pour en finir, ça déclenche également des warnings auprès de la préfecture sur ces demandes d'autorisation de vente-usage ou de débit de boissons dans ces établissements qui sont peu ERP. Ça met des warnings en préfecture, ils sont au courant et ils peuvent déclencher des commissions de sécurité pour venir faire fermer la D'accord, donc ça peut être jusqu'à Improvisé, une fermeture. Tout à fait, et c'est arrivé. Voilà. Il n'y a pas longtemps. Encore une fois, j'invite vraiment les agences à dire non à leurs clients sur ce genre, déjà de par vous-même de ne pas les proposer, et en plus de ne pas dire oui à vos clients. On peut toujours faire des courriers, après voilà, on fait des mails, ça ne vous enlèvera pas la responsabilité. C'est-à-dire qu'on pourra dire ah oui, l'agence a fait un courrier quand même, elle a dit à son client, oui bah
oui, derrière, peut-être vous allez perdre le client, mais là, c'est trop risqué, donc n'y allez pas. Et c'est le cas aussi des freelances, en fait, parce qu'en tant que directeur de production ou directeur technique, on est en droit de dire non, en fait. Et il ne faut pas l'hésiter parce que il y a aussi un report de responsabilité en tant que sachant. On peut aussi dire à l'agence ou dire aux clients que ce qu'ils ont imaginé ou ce qu'ils veulent faire, c'est pas possible et qu'il y a des obligations juridiques là-dessus. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment se positionner en sachant, éventuellement poser des questions à des chargés de sécurité, quels qu'ils soient, pour justement se tenir parfaitement informé, de savoir exactement où on met les pieds, parce que c'est le nerf de la guerre, sachant qu'il y a quasiment aucun événement, on l'a entendu, qui ne se passe pas dans un établissement recevant du public. Ouais. Cédric, sur la partie assurance, quand une agence ou un annonceur, si vous arrivez à le savoir, d'ailleurs, si vous êtes au courant, qu'est-ce qui se passe au niveau assurance si on organise ça dans un lieu qui n'est pas ERP? Alors, il vaut mieux effectivement qu'on soit au courant. Et tant pis pour la personne qui ne nous aurait pas mis au courant, parce qu'effectivement, j'abonde dans le sens de pays où ces personnes-là ne seraient pas assurées. Pas assurées du tout. Ça n'empêche pas, bien évidemment, de devoir porter la responsabilité à l'égard d'autrui sur les dommages qu'on a pu causer. Et ce qu'il ne faut pas oublier, bien évidemment, c'est que le représentant de la société, le dirigeant, qui peut être d'ailleurs un dirigeant de fait ou de droit, va voir sa responsabilité également recherchée sur ses deniers personnels. Ce n'est pas sur la responsabilité et la trésorerie de l'agence ou de l'organisation. C'est bien les deniers personnels du dirigeant qui pourraient être recherchés. Alors j'apporte cependant un petit bémol. Ça ne veut pas dire que c'est facile, et ça y est, c'est d'ailleurs de plus en plus difficile. Mais il nous est arrivé de faire porter par des compagnies d'assurance en toute connaissance de cause. Et c'est la compagnie d'assurance qui va effectivement oser être un petit peu plus assureur pour un temps que simplement encaisseur. À partir du moment où il nous a été démontré que l'établissement en question, qui n'a pas été agréé ERP, a quand même un certain nombre de dispositifs, de dispositions de sécurité, voire un certain nombre de personnels de sécurité en nombre plus important, parce qu'on n'a pas forcément tous les relais, signaux lumineux, etc., qui pourraient exister s'il y avait une commission de sécurité qui avait validé tout ça. L'assureur peut accepter, moyennant bien évidemment un cahier des charges et une étude qui ne va pas prendre quelques jours. Donc vous imaginez bien que si vous avez en tête un événement à assurer de ce type pour la semaine prochaine, vous pouvez dire au revoir à toute couverture d'assurance. Vous allez peut-être le faire, mais sur votre propre responsabilité, comme je viens de le dire. Et je vais vous donner un exemple très concret. C'est un organisateur de MotoJump. Alors MotoJump, c'est vraiment de l'exhibition de show moto, avec en plus la problématique des véhicules terrestres à moteur, 30 mètres de haut, 60 mètres de long. Il n'a rien trouvé de mieux que de vouloir faire ça. C'était il y a 25 ans, c'est pour ça que j'en parle avec... je suis soumis au secret professionnel, mais de temps en temps, il m'arrive de le transgresser quand c'est vieux. Il a fait ça dans les arènes de Nîmes. La préfecture a refusé, au motif, bien évidemment, que l'événement n'avait rien à faire dans un lieu aussi beau, classé monuments historiques, avec les dommages que ça pourrait causer à ce lieu prestigieux. L'organisateur a considéré qu'il n'en avait rien à faire et qu'il allait le faire quand même. Nous avons posé la question à l'assureur sur la base de son dossier technique de sécu, qui a dit moi, la préfecture, elle n'a pas envie de le faire. Moi, s'il le fait, j'assure. Elle a assuré l'événement. Et s'il y avait eu quelque chose de fâcheux, y compris des dommages aux monuments historiques, la compagnie aurait assuré. Mais voilà, c'est 6 mois de boulot parfois pour obtenir ce résultat-là. Donc ne croyez pas que vous pourriez le faire. Ça reste exceptionnel. Alors bon, on voit que le temps aussi joue un peu contre nous, puisque en effet entre le GN6 qui passe à 2 mois, les difficultés d'assurance, etc. Mais on a constaté aussi de plus en plus que les clients, donc les annonceurs, les donneurs d'ordre, contractualisaient les lieux en direct. Ça, je crois que Peggy, tu as un petit mot à dire là-dessus, et ça va rebondir aussi sur les niveaux de responsabilité des uns et des autres, et notamment, alors je pense évidemment quand un client arrive avec un lieu qu'il a choisi, qu'il a déjà contractualisé, voire même qu'il a payé un acompte, et on constate qu'il n'est pas ERP, par exemple. Effectivement, alors là c'est pareil, on est sur les 2 cas de figure. Est-ce que ce lieu est dit classique? Alors, parce que ça c'est, nous on l'entend de nos adhérents, ça arrive de plus en plus. Avant un appel d'offres, le client il a choisi son lieu. Donc bon on va voir comment on va pouvoir faire.
Donc, s'il est dit classique, hôtel, lieu très conventionnel, en général, il n'y a pas de sujet. On y va, voilà. On va juste peut-être subir les prestataires imposés, donc ça, c'est encore autre chose. Et je parle bien de subir parce que c'est peut-être un petit peu pas sympa. Des fois, ça se passe très bien, mais des fois, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, il va falloir, il y aura ce point-là. On pourra peut-être en parler tout à l'heure. Mais après, il y a la deuxième chose, c'est que effectivement, ce lieu est dit atypique. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle les lieux effectivement qui ne sont pas ERP. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, soit effectivement, on a un peu de temps et on va faire toute une analyse. Et là, effectivement, on va, directeur technique, directeur de prod, on va bien sûr aller voir un chargé de sécurité. On va essayer de monter un petit dossier, de voir ce qui est effectivement envisageable de faire. Mais comme l'a dit Cédric, vous avez vu le temps qu'il faut pour tout ça. Ça sera pas un événement qui est pour demain, même un mois, même 2 mois. Et si on voit qu'on n'a pas le temps et que ça va être une usine à gaz et qu'on ne se fera pas assurer, évidemment que on va dire au client, on va lui déconseiller, on va lui écrire les choses. Parce que, encore une fois, toutes ces choses-là, et Patricia l'a bien dit, en fait, on est les sachants, le client ne sait rien. Il faut qu'on soit, et je pense que c'est comme ça qu'on progressera, on soit dans la pédagogie et l'accompagnement. Et si on accompagne très bien le client et on lui explique clairement les choses, je pense que ça peut très bien passer. Ça risque aussi, c'est ce que j'ai tout à l'heure, vous risquez de perdre le client si vous lui dites, écoutez, non, votre lieu atypique, moi, j'en veux pas, et du coup, je vais m'enlever, de toute façon je ne vais pas faire votre événement parce que c'est trop risqué. Mais je pense que c'est là où on gagne de la crédibilité. On ne peut pas dire oui tout le temps. Il faut qu'on reste crédible et légitime. Mais en tout cas, on peut essayer de tenter, si on a le temps, de voir comment on peut faire les choses. Puis on apprend tous les jours. Voilà. Mais en tout cas, sinon, effectivement, on reviendra dans le cas où je disais tout à l'heure, si ce lieu n'est pas, on ne peut pas réaliser d'événement, il ne faut pas y aller. Il faut fuir. Et je pense que le client recevra ce mail et peut-être de manière vraiment, il sera peut-être intelligent de dire, écoutez, qu'est-ce que vous me proposez? Et c'est là où il faut être de nouveau force de proposition, on réfléchit à autre chose et on lui propose une autre solution. Super, merci. Donc, on a enfin trouvé notre lieu, qui est un beau lieu ERP, qui répond à toute la réglementation. Et donc, on est très content, on va pouvoir accueillir tout le monde. Mais maintenant, il va falloir faire des aménagements. Donc, je vais peut-être repasser un petit peu la parole à Hervé pour recadrer un petit peu ce qu'est l'aménagement et dans quel cadre on intervient sur l'aménagement dans un ERP. Imaginons en effet ce bâtiment du hall 4 dans lequel on est accueilli. Il est vide quand on arrive et donc il faut aménager tout ça, les stands. Voilà. Donc comment on fait pour bien, et quels sont les grands principes de sécurité incendie, de prévention de la panique, justement pour faire en sorte que ça se passe bien. Et après on parlera du coup avec le Sympaz des aménagements techniques, puisque ça c'est prioritaire, et du contrôle aussi qui va derrière. Okay. Donc on peut trouver 2 types de manifestations, la manifestation salon, foire, expo, et puis après tout ce qui est les manifestations de type L, convention, soirée, lancement de produits, cocktail. Donc on veut dire qu'on a 2 types, on a 2 catégories. On a la première catégorie qui est les foires, salons, expos où on est actuellement, où là, la réglementation impose à l'organisateur un dépôt de dossier qui soit réalisé par un chargé de sécurité. Et voilà, là, on va retrouver le mot chargé de sécurité qui est propre à l'exposition. Ensuite, on a sur les autres catégories, il y a toujours des dossiers qui sont à déposer en préfecture, mais là, on n'a pas de nécessité de passer par un chargé de sécurité. L'organisateur, avec son directeur technique, peut déposer son dossier tout seul en préfecture. Mais étant donné que les préfectures, les autorités administratives sont de plus en plus exigeantes sur la qualité des dossiers, qui demandent énormément d'informations sur les aménagements de la manifestation, les mesures de sécurité qui ont été prises, les dégagements, les moyens de secours, les agents de sécurité. Donc souvent, les préfectures demandent, ou les autorités demandent, un dépôt de dossier, mais accompagné d'une notice de sécurité d'un conseiller. Ils s'appellent ça chargé de sécurité, mais c'est plutôt un conseiller en sécurité incendie. Oui, parce que le mot de chargé de sécurité, on le retrouve que dans la partie foire expo uniquement, et il n'y a que cette obligation d'avoir une permanence aussi sur l'exploitation, pendant l'exploitation, alors que sur tous les autres types, il n'y a pas cette obligation, c'est bien ça? Il n'y a pas cette obligation. Effectivement, il n'y a que dans le type T. Type T, c'est l'exposition, ou c'est l'article T6, où on délimite les obligations du chargé de sécurité et de ses compétences et de disposer des diplômes nécessaires.
Alors, je voulais juste que tu redonnes les grandes lignes des buts de la prévention. Quelles sont tes grandes missions, hein? Je les ai sous les yeux, j'espère que tu as bien révisé. Non, je ne l'ai pas révisé, mais surtout la grande mission, c'est d'assurer une mise en sécurité du public et de pouvoir évacuer le public en cas d'incident le plus rapidement possible. Donc, en ça, c'est la numéro 1, première mission. Voilà. Et comment Voilà. on réalise tout ça là, pour assurer la sécurité du public? C'est des études avec des plans qui sont transmis au chargé de sécurité et qui va aider l'organisateur à réaliser ces aménagements, de les implanter de telle façon où on puisse libérer au maximum les sorties de secours et des circulations menant aux sorties de secours. Voilà, c'est surtout ça qui est le plus important. Et ensuite, après, c'est les détails des obligations, des vérifications par des bureaux de contrôle, des extincteurs, des agents SIAP, et tout ce qui va avec, et des produits et des matériaux inifugés. Voilà, ça, c'est D'accord, donc les l'obligation. fameux PV de réaction au feu qui sont demandés, et de vérifier aussi en effet s'il n'y a pas de stockage d'hydrocarbures ou de Exactement, quelques potentiels ou calorifiques. d'installations techniques particulières qui peut être du laser, des machines à fumer, de l'hydrogène aussi, avec des fonctionnements de machines à l'hydrogène. Donc on a tout ça à vérifier, à checker et donner les informations et de conseiller au mieux sur toutes les dispositions à prendre, réglementaires. Alors justement, tu parlais des contrôles. Alors je voulais d'abord que tu définisses ta limite de compétence en tant que chargé de sécurité. Là, a priori, tu nous as parlé de ce sur quoi tu étais compétent. Ouais. En revanche, maintenant, il faut que tu nous parles de ce sur quoi tu n'es pas compétent. Et là, là, c'est notre sphère. Alors effectivement, c'est sur les autres domaines. Donc c'est des contrôles qui sont nécessaires sur les installations électriques, les montages stabilité, solidité des gradins, des ponts autoportés, des échafaudages, des ponts suspendus, où là, on n'a aucune compétence en tant que chargé de sécurité ou conseiller, qui est suite à l'arrêté de 95 après l'accident de Furiani. Voilà. D'accord, donc c'est vraiment l'incident de Furiani qui est toujours dans les mémoires. Tout à fait. Et qui nous oblige en fait à faire appel à des bureaux de contrôle. Donc vas-y. Et pour finir, on n'a également aucune compétence sur la sûreté, agent ADS, et sur ce qu'on appelle le PPSPS, coordinateur sécurité. Voilà. D'accord, le PPSPS qui du coup le code du travail. Voilà. Le et là on est montage et sur les le montages. Voilà. code du travail, en effet, tout ce qui est coactivité, Mais etc. souvent on confond. Voilà. Très bien. Donc en effet, chargé de sécurité, tout ce qui est prévention des risques, sécurité des personnes, protection des biens en numéro 2. Exactement. Évidemment, faciliter l'engagement des secours. Exactement. Aussi. Voilà. Donc je passe la parole maintenant à Emmanuel. Donc pour le bureau de contrôle ICE. Donc du coup, à quel moment toi tu interviens sur les événements et quelles sont les obligations qu'on a en tant qu'organisateur, enfin que les organisateurs ont pour ton passage? Alors nous on se base par rapport à l'arrêté du 25 juillet 2022 qui maintenant définit vraiment correctement en fait les différentes ossatures qui peuvent être vérifiées et quelle typologie en fait d'ossature. Ce qu'il faut se dire, c'est que ce soit un bureau de contrôle ou un technicien compétent, maintenant vous avez quasiment l'obligation de faire vérifier l'ensemble de vos équipements. Je ne parle pas bien sûr d'un manche debout ou d'une table avec des chaises. Hein. Je parle de tout ce qui peut être assimilé en fait à une ossature, qu'elle reçoit des personnes ou des ossatures scéniques. Alors concrètement, est-ce que ici, par exemple, tu peux nous donner un exemple concret de ton travail sur cet aménagement-là ici? Alors, ici, si on prend le cas particulier, en fonction de la hauteur en fait, des équipements, on aurait eu soit un technicien compétent qui serait venu faire la vérification, donc ça peut être une personne qui a reçu en fait, une formation et qui a un titre d'habilitation qui lui a été délivré après sa formation, et après passer une certaine hauteur ou une certaine typologie en fait, d'ossature, ce serait un organisme de contrôle soit accrédité, soit agréé. Alors, ce qui est nouveau, c'est que la réglementation, enfin, il y a maintenant un nouvel arrêté, hein, on l'a traité l'année dernière sur un atelier, donc il y a un nouvel arrêté qui existe, qui renforce en fait tous ces contrôles, justement pour, j'imagine, assurer encore plus de sécurité dans tout ça. Est-ce que du coup, vous êtes amené à contrôler beaucoup plus d'éléments ? En soi, oui, parce qu'il y a deux phases en fait. Il y a une phase qui était peut-être pas faite au tout début sur la plupart des événements, c'est qu'on demande en fait à ce que les équipements passent une certaine typologie, que ce soit ossature recevant des personnes ou ossature scénique, fassent l'objet en fait d'un avis sur dossier. Donc
que l'organisme de contrôle agréé puisse émettre un avis en fait sur à la fois les plans, les notes de calcul, pour s'assurer en fait que les éléments avant qu'ils soient montés correspondent bien en fait à la réglementation. Et dans un second temps, l'avis sur le montage, qui lui aussi, du moins, dépend de la typologie des ossatures. Donc concrètement, il faut qu'en préparation, et ça demande du temps aussi, de créer un dossier spécifique sur la partie structure, comme tu dis, ossature supportant des personnes ou structure scénique, accroche spécifique. En fait, il faut qu'on ait un dossier qui détaille tout ce qu'on doit mettre en place et dans le détail, quoi. C'est un dossier, du moins, c'est ce qui permet en fait d'établir le dossier de sécurité, où dedans, en fait, il va y avoir un certain nombre de documents qui vont être réunis pour pouvoir, en fait, assurer la sécurité des gens. Très bien. Et une fois que tout ça c'est validé, que tout va bien, qu'on a un avis sur dossier positif, donc on fait le montage et concrètement, toi, tu repasses derrière pour pouvoir faire un avis sur site. Et qu'est-ce que tu émets derrière comme document et je te poserai la deuxième question juste après. Donc, toujours en fonction des typologies d'ossature, on a soit un technicien compétent, soit un organisme de contrôle qui vient faire la vérification et qui rédige un rapport de vérification avec un avis favorable ou défavorable par rapport au montage qui a été réalisé en fait. Maintenant, cet avis-là, c'est un avis qui est consultatif, qui est là en fait pour aider à la fois les chargés de sécurité ou les commissions de sécurité qui ne sont pas compétentes en fait dans le domaine de l'électricité ou du montage de structure. C'est là notre rôle en fait. D'accord, donc en quoi ce document il va dédouaner la responsabilité de l'agence ou même du prestataire technique qui aura fait ce montage? Et après on passera la parole à Stanislas. En rien. En fait, parce que si moi je m'aperçois par exemple que les éléments sont mal montés, je suis en droit de mettre un avis défavorable en fait en conclusion de mon rapport. Après, si l'organisateur lui il a envie de passer outre en fait cet avis défavorable, c'est de sa responsabilité en fait. Mais quelle que soit en fait la décision qu'il prendra, étant donné qu'on est tous des sachants, on est tous responsables du travail qu'on fait en fait. Que ce soit l'organisateur, qui soit client, agence déléguée pour faire de la production déléguée, que ce soit les entreprises ou bien le bureau de contrôle, quel que soit notre niveau en fait de responsabilité, de toute manière, devant le juge, on sera toujours responsable de ce qu'on a réalisé en fait. Donc là, c'est encore dans le cadre où on n'aurait pas de commission de sécurité. Je parle bien d'une commission officielle, commission communale ou départementale. Si jamais il y a une commission de sécurité qui est déléguée sur site, comment ça se passe? Et justement, toi, tu as émis un avis défavorable ou un avis favorable avec réserve, ce qui peut arriver aussi. Comment ça se passe? Alors, il y a deux cas de figure. Soit, en fait, la commission se range derrière nos avis et dans ces cas-là, en fait, elle interdit la manifestation. Soit elle émet un avis défavorable, mais je rappelle quand même que le premier OPJ, en fait, c'est le maire dans les communes, et donc il peut passer outre aussi, en fait, l'avis de la commission de sécurité. Oui, c'est une commission consultative, si je me trompe pas, quoi. Très bien. Alors, Stanislas, on vous a pas beaucoup entendu depuis le départ, je suis désolé. Vous, en tant que prestataire technique, représentant des prestataires techniques, quelles sont les meilleures conditions pour intervenir sur un événement et puis quelle marge de manœuvre vous avez pour orienter vos clients qui sont principalement les agences mais parfois aussi des donneurs d'ordre en direct afin de vous assurer que tout se passera dans les meilleures conditions de sécurité? Alors bonjour à tous et à toutes. La première chose, on parlait de la responsabilité. Il est bien d'avoir un contrat déjà, un contrat de prestation et pas un simple devis et un simple bon de commande. On va commencer par le b.a-ba. Très souvent, ça se limite à un devis, un bon de commande, de ligne à ligne. Si on est prestataire de service, on est prestataire de service. On fait donc une prestation. Voilà. Donc ça, c'est la base. C'est avoir un cadre dans lequel l'entreprise évolue. Après, il est clair que tout dossier, il mérite de la préparation. Parler de la préparation des dossiers de sécurité, ça demande du temps. Donc la temporalité, elle est importante. Et les prestataires ont peut-être un petit peu mal éduqué les gens. On est dans un esprit de service, mais le service est très très bien, mais les choses doivent demander
de la préparation amont et donc du temps pour avoir un niveau de qualité attendu, aussi bien au niveau sécurité que sur le reste d'une prestation. Et là-dessus, c'est d'autant plus important en ce moment et prégnant, c'est qu'on a des raréfactions de ressources humaines, raréfactions de ressources matérielles. Et si on veut arriver à maintenir un niveau de qualité, un niveau de sécurité qui soit élevé, ça demande du temps et ça demande de la préparation. Un bon dossier qui va se passer dans un cadre, sécuritaire important, c'est un dossier qui a été bien préparé avec un cahier des charges clair, établi, quelque chose qui soit vraiment costaud et qu'on ait bien sûr aussi les réponses que les agences n'ont pas toujours et qu'on ait aussi les interlocuteurs de qualité qui puissent nous aider et nous accompagner. Alors on va parler rapidement des interlocuteurs. Je pense que vous avez sûrement beaucoup de freelance en tant qu'interlocuteur, que ce soit des directeurs techniques ou des directeurs de production. En quoi, en fait, la défaillance d'une partie de toute cette sphère peut vous handicaper dans la bonne réalisation d'un événement technique, notamment des événements techniques un peu d'ampleur, quoi? Alors, il y a une notion, on a parlé de freelance. Je vais rentrer dans le code du travail parce qu'il y a une notion de responsabilité aussi derrière. Est-ce que le freelance est un vrai freelance? Est-ce qu'il est vraiment indépendant? Est-ce que c'est pas du salariat déguisé? La notion de lien de subordination, elle est primordiale. À un moment, il ne faut pas l'oublier. C'est pas parce qu'on fait une facture qu'on est indépendant et qu'on est dans une notion de freelance. Donc c'est aussi ce lien hiérarchique qui est important parce que derrière, il y a une notion de responsabilité, soit au niveau de l'agence, et indirectement, c'est l'agence, c'est le freelance. Qui va être le responsable de cette personne? Est-ce qu'elle est indépendante? Est-ce qu'elle est autonome pour assumer une certaine responsabilité? Après, on va dire, en soi, pour nous, ça ne change rien. Ce qui est important, c'est la qualité de la personne et la compétence qu'elle apporte dans son expertise et dans la préparation et le temps qu'elle a à nous consacrer par rapport à ça. Très bien. Peggy, tu veux peut-être réagir, ouais, oui, pour l'événement? Quand on a préparé un petit peu cette table ronde, en fait, je pense que Cédric, je me rappelle qu'il a dit une chose importante par rapport à l'assurance. Encore une fois, parce qu'on parle effectivement c'est important parce qu'effectivement, en tant qu'agence, on a des salariés qui sont en CDI, des CDD, on a des alternants, on a à peu près tous les contrats de travail. On a aussi affaire forcément à des free, donc qui sont auto-entrepreneurs, qui ont des sociétés, etc. Et effectivement, en fait. Il y a cette chaîne de responsabilité, mais il y a aussi des petites choses à vérifier en tant qu'agence, et on en parlait tout à l'heure. En fait, c'est les free, ils doivent être assurés. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir une assurance. Et vraiment, j'invite les agences à vérifier ce point. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vérifier. Alors, c'est vrai que quand on est une petite structure, tout vérifier, mais une fois par an, il faut demander à tout le monde, est-ce qu'il paye bien l'URSSAF, est-ce qu'il a bien une assurance, etc., etc. Parce que effectivement, Cédric pourra peut-être préciser sur ces histoires d'assurance, mais c'est très très important parce qu'encore une fois, effectivement, on peut être responsable de la personne qu'on engage, mais il y a des petites limites. De toute façon, un freelance, c'est un prestataire. Point. C'est un prestataire. Absolument. Alors oui, Cédric, peut-être que tu veux repréciser sur la partie freelance. J'aimais bien la notion de temporalité parce que généralement, j'ai pas de problème avec ça, mais on pense à l'assurance de toute façon au dernier moment. Le nombre d'appels que je peux recevoir passer 16 heures le vendredi, vous n'avez pas idée. Il y en a peut-être d'ailleurs dans la salle. Bien évidemment que le free, c'est un prestataire comme un autre. C'est un prestataire comme un autre, si ce n'est qu'il a effectivement sur le marché aujourd'hui d'énormes difficultés pour s'assurer parce qu'il a un tout petit chiffre d'affaires et que le montant de la prime minimale que vont lui réclamer les assureurs de responsabilité vont être quasiment disproportionnés par rapport au chiffre d'affaires qu'ils pensent pouvoir réaliser sur une année. Le seul moyen de passer outre cette problématique, c'est effectivement que la personne qui va employer ses compétences, et je dis bien employer ses compétences et non pas avec un contrat de travail comme si c'était véritablement un salarié temporaire, peut effectivement dire à ce prestataire particulier qu'est le freelance qu'il accepte d'abandonner tout recours contre lui. Au moment de passer le contrat de conseil d'honoraires, de dire « Nous, société, agence de com événementielle qui allons employer vos compétences pendant un temps donné, on abandonne tout recours contre vous ».
Ce qui permet bien évidemment de rebondir sur ce que je disais tout à l'heure. Il faut prévenir l'assureur que votre assureur va devoir porter les conneries de votre free. Et il n'est pas obligé de l'accepter. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les contrats d'assurance, et c'est vrai même pour un contrat de multirisque habitation sur la partie responsabilité civile, souvenez-vous, vous l'avez lu une fois, peut-être, et encore, peut-être une fois, allez, une demi-fois, vous avez une garantie défense-recours. La défense, c'est bien évidemment vous défendre. Le recours, c'est ce que va pas hésiter à faire l'assureur. Il y a un principe primordial qu'on appelle le principe, pardon, avec ces termes un peu juridiques, de la subrogation légale. L'assureur, il est subrogé dans vos droits dès lors qu'il aura payé quelque chose à une victime. Et bien évidemment, comme c'est pas forcément vous qui avez commis la bévue, l'assureur va aller chercher la responsabilité de votre free. Alors il y a un certain nombre de cas où bien évidemment il y a une responsabilité de plein droit. Je vous parlais tout à l'heure, il faut y faire très très attention. Si l'organisation de votre événement passe par des prestations d'hébergement ou de transport, et le simple fait de conduire ses clients d'un lieu A à un lieu B, c'est déjà une fourniture de transport qui peut vous mettre sous le coup du code du tourisme en tant qu'intermédiaire de voyage. La problématique du code du tourisme, c'est que vous êtes responsable sans faute. Il faut le savoir. Tout ce qui va se passer, le législateur en 1992, il a voulu protéger le consommateur lambda, celui qui part faire un voyage. Et le consommateur lambda, il n'a pas à savoir qui est derrière le manche de l'avion ou qui pilote le train ou qui éventuellement est le responsable de l'hôtel. Si l'hôtel brûle, si le train déraille, si l'avion s'écrase, qui est responsable? L'agence de voyage. Et une fois subrogé dans les droits de la victime, on ira chercher la responsabilité, qui de transporteur aérien, qui de l'hôtel, qui bien évidemment de la SNCF, le cas échéant. Mais toutes ces mécaniques-là, qui sont encadrées par un certain nombre de codes, revient à dire que de toute façon, si le free n'est pas assuré et s'il n'y a pas eu d'abandon de recours, il pourra être poursuivi par l'assureur pour obtenir réparation de ce que ça lui aura coûté. D'abord, sur sa responsabilité civile, professionnelle, s'il en a une, tant mieux pour lui. Et si ça devait excéder les limites de son contrat, c'est sa responsabilité personnelle qui sera recherchée. Bon, je crois qu'on a bien compris qu'il faut être assuré. Je crois que c'est clair. On va revenir quand même à Stanislas. Vous travaillez pas mal en renfort, évidemment, avec de l'intermittence au niveau de tout ce qui est prestations techniques. Mais comment faites-vous pour vous assurer, vous, que ces personnes aient vraiment les compétences nécessaires et travaillent dans les règles de l'art? Alors déjà, c'est un travail quotidien à l'embauche, déjà sur la santé, simplement d'avoir une visite médicale à jour, d'avoir bien sûr toutes les applications nécessaires en fonction de ce que la personne va faire. Et puis bon, ça, c'est ce que j'appelle une gestion RH quotidienne du suivi des compétences des gens, les inciter, parce que faut savoir, ça reste des intermittents, on n'a pas de lien de subordination. Donc on ne peut que les inciter à suivre, on va dire, des formations. Et après, il est clair que on va vérifier qu'ils ont bien ces formations, mais on est dans une notion d'incitation. On n'a pas de lien de subordination avec un intermittent, je dirais, sur son plan de formation. Même s'il a les ressources nécessaires auprès d'un OPCO, qui est l'AFDAS, il aura la possibilité d'évoluer, monter en compétences, mais on n'a pas d'autorité comme on pourrait l'avoir avec un salarié permanent. Néanmoins, ça fait partie de notre rôle, je dirais, de suivre son évolution professionnelle en termes de compétences et aussi en termes d'obligations par rapport au code du travail. C'est vrai que c'est un grand enjeu pour vous de vous assurer en effet d'avoir du personnel, qu'il soit intermittent ou permanent, de qualité pour justement assurer la bonne qualité des prestations et assurer que votre responsabilité en tout cas ne soit pas en défaut. Certains prestataires techniques ont des bureaux d'études en interne, mais quel est son rôle exact et en quoi celui-ci vous engage-t-il dans votre responsabilité lors de la mise en œuvre du matériel que vous pouvez mettre en place, vous en tant que prestataire technique? Alors, les bureaux d'études, ce sont des... Je dirais qu'avant, historiquement, il y a très longtemps, il y a 10 ou 15 ans, ils étaient dans les agences. Et puis après, il y a eu un transfert de compétences pour partie qui s'est fait au niveau des prestataires. On est là pour accompagner, on va dire, les dossiers, les préparer, regarder leur faisabilité technique. On peut apporter des notes de calcul, on peut apporter une certaine expertise. Et après, ça va permettre à la fabrication d'un devis, au chiffrage. Après, il y aura des bureaux de contrôle qui vont arriver, il y aura des vérifications d'ensemble démontables qui vont arriver, il y aura plein de choses qui va accompagner.
je dirais que l'arrêté qui est sorti, il a remis un peu la responsabilité sur l'organisateur. Et donc, c'est l'organisateur qui va être responsable, qui va nous donner, je dirais, un cahier des charges, auquel, en tant que sachant, on va apporter notre expertise. Et après, il aura la possibilité de dire on fait ou on fait pas, en fonction du cahier des charges établi ou du souhait établi. C'est très clair. Merci beaucoup. J'avais quand même une autre question qui n'était pas forcément prévue, Stanislas. C'est justement, si vous voyez un moment que vous faites une installation qui commence à être un petit peu complexe, que vous sentez peut-être que l'agence est un petit peu fébrile par rapport à cette installation, ou que vous avez justement en contact, que ce soit un directeur de prod ou un directeur technique, que vous sentez pas trop, à quel moment vous êtes capable de tirer une sonnette d'alarme en disant là, écoutez, il va falloir faire attention, on va devoir prendre un bureau de contrôle parce que là, on est au-delà de nos compétences. À quel moment vous avez cette capacité de pouvoir de faire un gros warning là-dessus? Déjà, j'ai pas envie d'aller en prison, déjà pour commencer. Donc, c'est clair que si on a une alerte, on va. Alors déjà, on est dans une situation complexe, parce qu'on va dire à notre client, ce qu'on est en train de faire là, ça le fait pas. Donc on est entre le marteau et l'enclume pour savoir, je dirais, que ça m'a été préparé, que ça m'a été pensé. Même si on est co-acteur de l'histoire, il faut qu'on dise les choses. C'est clair qu'on va pas. Je pense qu'il y a trop de responsabilités derrière pour, je dirais, ne rien dire. C'est pas possible. C'est clair que je sais pas si beaucoup de gens ont été en pénal. Voilà, c'est quand même des expériences que je souhaite à personne. C'est clair que on est au tribunal, quoi. C'est une expérience que je souhaite à personne. D'avoir un décès sur un chantier, c'est une expérience que je souhaite à personne. Et que, j'irai, comme on dit, le show must go on, oui, mais pas à n'importe quel prix. Alors justement, ça me permet de rebondir. Merci beaucoup, Stanislas. Sur le brief client, on l'a abordé tout à l'heure en préparation. Je pense que peut-être que tu veux intervenir, Kaz, sur le brief client peut-être, et en collaboration peut-être avec l'événement, avec Peggy, parce que parfois ce brief client, il est étonnant. Alors oui, alors, même plus qu'étonnant parfois, mais alors en fait il y a le brief client et puis il y a aussi les grilles de cotation dont on a beaucoup parlé tout à l'heure, où il y a des obligations, donc on l'a vu lors de cette discussion, il y a des obligations, et en fait il y a des grilles qui sont par exemple dans les marchés publics, des choses qui n'existent pas, et la grille ne peut pas être modifiée. Donc les contrôles de base, électricité, structure et un certain nombre de choses. Donc il y a vraiment un problème même parfois on a même des clients qui créent leur grille tout seuls et qui oublient ces lignes. Donc en fait, un junior ne connaît peut-être pas toutes les obligations qu'il doit avoir, et du coup on se retrouve avec des situations où il y a des oublis, et après il y a des oublis, donc des problèmes financiers et tout ce qui s'ensuit, voire même des oublis carrément de faire appel à un chargé de sécurité ou à un contrôle, parce qu'on pense qu'un petit podium comme ça bougera jamais, quoi. Voilà. Peggy, tu veux réagir là-dessus aussi? Oui, parce que je pense que vous êtes confronté en permanence à ce genre de problématiques. Parce que derrière, ça peut engendrer énormément de choses, parce que si on a les compétences requises, comme tu disais, Frédéric, tout va bien, on va faire attention, on va justement anticiper toutes ces problématiques-là. Mais en revanche, s'il y a ce manque de compétences, et ça peut arriver, comment réagir, quoi? Alors c'est vrai, on en discutait tous les deux, puis on est même arrivé à se dire, c'est effectivement, oui, quand on répond à des marchés, à des appels à offres marchés publics, même des consultations, mais effectivement quand on est avec des gros groupes qui ont des grilles et en fait qu'on ne peut pas modifier ou abonder, c'est un petit peu délicat, parce que on va être obligé de mettre à l'intérieur des choses. On peut même pas mettre la ligne, on va être chargé de sécu, etc. Bon, c'est un petit peu compliqué, donc on disait effectivement qu'il faudrait qu'on accompagne, quand on répond de cette manière, un courrier en disant que effectivement on n'a pas pu remplir, on va dire, les lignes correctement, alors qu'il y a des obligations réglementaires, et on écrit ce petit courrier. Sachez que là, on rajoutera à ce devis tel point, parce qu'il faut aussi qu'on se couvre, évidemment, parce que si on ne fait pas figurer, quand on peut le mettre, quand on a des clients récurrents, effectivement, on met les choses, on met le chargé de sécu, on met tout ça, et donc ça va à peu près. Mais c'est vrai qu'il y a encore un côté
d'éducation. Hein. L'événement, on se doit. Alors, on a beaucoup de chantiers. Entre autres, on a le chantier sur la rémunération des appels d'offres. Je fais un petit aparté, mais on a aussi évidemment le chantier d'éduquer le client comme on a bien compris que l'agence était archi responsable, je l'aurais dit. Donc, on a besoin de l'éduquer pour pouvoir placer quand même des choses et dire des choses, parce que on veut bien porter toutes les responsabilités, mais si on ne peut pas s'exprimer et justement faire part des cadres réglementaires, c'est un petit peu facile. Donc il y a ce point. Et en fait, il y a aussi une chose qui est, je pense, très importante, c'est de former ses collaborateurs. Et là, je rebondis sur ce que disait Stanislas, c'est-à-dire qu'en fait, les collaborateurs, ils doivent être, on va dire, imprégnés par tout ça, imprégnés par cette sécurité, imprégnés et ça commence par là, mais ça commence après aussi à former pour savoir que, en fait, sur un événement, on fait pas tout et n'importe quoi, qu'on choisit pas un lieu n'importe comment. Donc, je pense que c'est pareil. On se doit de former, en tout cas, nos collaborateurs là-dessus. Justement, pour parler des freelances, parce que ça a été abordé plusieurs fois, donc il y a effectivement des freelances qui sont très techniques, mais après dans nos métiers, le simple régisseur, le directeur de production et tout ça, sont des gens qui se sont formés sur le terrain. Et il y a eu aussi, il y a des gens maintenant qui sont obligés de monter leur entreprise, qui ne sont plus intermittents du spectacle, donc qui ont des responsabilités. Donc nous, chez les freelances de l'événementiel, on les accompagne là-dessus parce que les assurances, on s'aperçoit qu'il y a énormément de freelances dans nos métiers qui ne sont pas assurés et qui n'ont aucune formation, ni dans l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, du jour au lendemain, on leur dit vous devenez, il faut que tu prennes un numéro de RC, enfin voilà, il faut que tu te formes. Et donc, il y a aussi une importance de former en fait les freelances, quels qu'ils soient, sur leurs responsabilités. Et ça, on s'en aperçoit tous les jours, et même chez les prestataires en fait. Je vais rajouter quelque chose, et encore pour abonder dans le sens des assurances. On a beaucoup parlé de conseils, et bien évidemment, quel que soit l'organisateur, il va conseiller son client, et c'est le début de sa responsabilité. Toutes les professions réglementées ont un point commun, c'est le devoir de conseil. Et ce conseil, au-delà de son encadrement et de la possibilité de l'assurer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les erreurs, c'est les terminologies, les vocabulaires qui sont employés en droit et du côté des assurances, toutes les erreurs, toutes les omissions, toutes les négligences que vous allez effectuer dans votre conseil peuvent donner lieu à réclamation. En matière de droit des assurances, vous pouvez causer 3 types de dommages. Du corporel, ça tout le monde voit ce que c'est. Et je reviens sur ce que disait Hervé Furiani, c'est pas 95, c'est le 5 mai 92. J'étais l'assureur, j'ai pas été que intermédiaire d'assurance, j'ai été l'assureur de la Fédération française de foot à l'époque. Je peux vous dire que ça marque son bonhomme quand vous avez 2357 spectateurs sur le carreau, plus 19 morts. Indépendamment de ça, donc le corporel, il y a le matériel, bien évidemment, tous les dommages que vous pouvez causer à autrui. Et puis, il y a ce qu'on appelle des préjudices financiers. C'est ce que dans le jargon de votre contrat d'assurance, on appelle l'immatériel. L'immatériel consécutif, c'est je ne peux plus travailler, donc je vais perdre de l'argent parce que j'ai été blessé. Donc c'est de l'immatériel causé par un accident corporel. Ou mon instrument de travail est cassé, je ne peux plus travailler, c'est là encore de l'immatériel consécutif. Mais le défaut de conseil, il peut causer un préjudice financier. C'est votre responsabilité civile professionnelle, c'est ce qui dans votre contrat d'assurance va coûter le plus cher. Et je vois encore des agences de com événementielles avec des millions d'euros de chiffre d'affaires qui sont assurées pour 50 000 euros. Je vais vous donner un exemple très concret de ce que ça peut représenter. Une très grosse société parmi les 10 premières sociétés de création d'événements en France organise pour une très grande marque du luxe de Champagne un événement dans un site qui n'était pas classé ERP, d'où le fait qu'il y a eu un peu de retard pour pouvoir autoriser l'événement en question. Les 150 plus gros clients de la marque de Champagne ont été invités, mais l'agence avait fait appel à un graphiste qui a fait toutes les invitations à la plume. Si ce n'est que la DIRCOM de l'agence a oublié de prévenir que du fait que l'établissement n'étant pas ERP, il fallait pouvoir le classifier ERP, et ils ont oublié de prévenir le graphiste. Les 150 plus grands clients de la marque, les Steve Jobs, Liane Bettencourt de l'époque, etc., se sont présentés au lieu de l'invitation et ont trouvé porte close. L'événement avait lieu 15 jours plus tard.
les graphistes n'avaient bien évidemment pas été tenus informés de cette modification, alors qu'habituellement, vous faites des invitations, il y a des allers-retours, des BAT avec un imprimeur, etc. Vous n'avez pas causé de dommages corporels, vous n'avez pas causé de dommages matériels, vous avez causé un préjudice financier à 150 VIP+++++. Ça a coûté bien évidemment la perte du client pour l'agence et beaucoup d'argent sur le fondement de ce que l'on appelle les immatériels non consécutifs. L'acronyme, c'est les DINC. Vous seriez dingue de ne pas avoir un gros DINC dans votre contrat d'assurance. Donc vérifiez ça. S'il y a une seule chose que je vous recommande de vérifier quand vous rentrerez sur vos agences, c'est quel est le montant des dommages immatériels non consécutifs. Donc tout ce qui est l'erreur, l'omission, la négligence dans votre devoir de conseil. Merci. Je disais ça seulement à la fin parce que si j'avais dit ça au début, ils seraient tous partis. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire, sur la compétence. Et je pense que ça, c'est le nerf de la guerre parce que est-ce que, je pose une question comme ça, mais est-ce qu'on n'aurait pas perdu en compétences ces derniers temps, vu la situation qu'on a pu traverser il y a 2-3 ans maintenant? Est-ce qu'on n'a pas ce sentiment d'avoir perdu en compétences? On parlait de temporalité aussi, Stanislas. Est-ce que tout ça ne joue pas contre nous? Peut-être que Stanislas, tu veux reprendre la parole? Je ne pense pas qu'on a perdu en compétences. Je pense qu'on a une volume de travail qui est conséquente. On a peut-être perdu quelques personnes, quelques talents qui, avec le Covid, sont allés voir ailleurs pour des raisons totalement personnelles. Il y en a quelques-uns qui reviennent quand même, donc ça fait plaisir. On fait des métiers passionnants, mais c'est vrai que les exigences, je dirais, notamment liées à toute la sécurité, augmentent de manière importante. Donc, elles ont une part importante dans la préparation des dossiers, plus qu'elles n'avaient peut-être il y a une quinzaine d'années. Donc, c'est vrai que ce temps qui n'est pas donné en amont, on le paye lors de la production de l'événement. Et là, pour le coup, on n'a pas le temps. Et là, on va prendre des raccourcis qui sont peut-être pas les bons. Et ce qui est important, c'est l'anticipation des besoins. L'anticipation des besoins, parce qu'à partir du moment où on sait ce qu'on a besoin, on va préparer les compétences nécessaires autour pour qu'on doit être à un niveau de qualité et d'exigence qui est attendu par l'annonceur, par l'agence, par toute la ligne de valeur que représente un événement. Peggy, tu veux réagir là justement sur ces compétences? Comment les trouver, comment les recruter, comment faire en sorte que l'événement se passe au mieux et que du début de la pré-production jusqu'à la finalisation complète, la post-production, tout se passe bien? Oui, alors je l'ai déjà dit tout à l'heure, en fait ça passe vraiment par la formation et par la prise de conscience. Encore une fois, alors c'est sûr, on plombe un peu l'ambiance là aujourd'hui, cet après-midi, parce qu'effectivement on pense toujours au pire malheureusement, mais peut-être qu'on n'y pense pas assez. Mais oui, il peut arriver quelque chose. Donc je pense encore une fois qu'il faut éduquer les clients, il faut éduquer nos salariés, nos fruits, parce que je rejoins, effectivement, ils doivent être formés au même titre que nos salariés. Et je pense que ça, plus on va, et d'ailleurs, il faut qu'on réfléchisse à ça, parce que je pense que, encore une fois, je veux pas inquiéter mes confrères. Il y en a qui font bien le boulot, il y en a qui savent pas, et c'est pas une honte. Quand on est une TPE, on a tellement de choses à gérer. Je dis pas que c'est excusable vis-à-vis des gros qui ont, par exemple, et je ne veux pas prendre cette excuse, voilà, mais c'est vrai que mes confrères qui ont des plus grosses structures, elles ont des cabinets juridiques, elles ont tout ce qu'il faut. Donc encore une fois, je parle pour nos adhérents, mais je parle aussi aux agences qui ne font pas partie de l'événement. Faites-vous accompagner. C'est-à-dire, il n'y a pas de honte. On est sachant dans nos compétences. Et quand on ne l'est pas, c'est d'être sachant, de savoir justement aller trouver les compétences ailleurs et de s'entourer correctement. Il faut un chargé de sécu, on va voir un cabinet. On a besoin de quelqu'un au niveau des RH, on va voir quelqu'un au niveau des RH. C'est pas facile, mais comme disait Stanislas, on est dans un système où il y a de plus en plus de sécurité et on sent bien tous les niveaux qu'il faut sécuriser. En fait, je veux pas dire pire en pire parce que c'est comme ça, donc j'aime pas ce mot, mais c'est de plus en plus. Donc je pense qu'il faut absolument se faire
accompagner. Voilà, donc je sais qu'au niveau de l'événement, nous on met en place aussi au niveau de toujours de ces outils, on a une experte, une avocate qui nous accompagne et puis qui peut répondre de manière gratuitement et qui après fait des choses rémunérées quand c'est un petit peu plus poussé, mais elle nous accompagne là-dessus. On met en place ce genre de choses, mais quand je vois un peu et c'est un peu ce que j'en ai fait, enfin ce qui m'est sorti, et puis quand on a échangé, quand on a fait cette table ronde, c'est qu'en fait, il faudrait même, je pense qu'on réaculture ou qu'on reculture, je sais pas comment on peut dire, les agences et donc les collaborateurs sur tous les aspects sécurité, prévention. Je pense que c'est hyper important, donc il faudra peut-être qu'on y réfléchisse. Oui, alors c'est vrai que dans la préparation qu'on a pu avoir avec l'événement, parce que je pense que ça des fiches de bonne pratique. Voilà, exactement, des fiches de bonne pratique, parce que il faut résumer. Là, on s'est dit tellement de choses, c'est un peu complexe, mais résumer tout ça sur des fiches avec genre 10 points. À quoi il faut penser quand on organise son événement? On a 10 points à vérifier. Je pense que tout le monde sera gagnant. En fait, encore une fois, la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Donc il ne faut pas hésiter et surtout faites-vous accompagner, n'hésitez pas. Frédéric, tu veux réagir au nom des freelances globalement sur la partie compétences en effet? Alors, comment un DIRTech, comment un DIRPROD peuvent être-ils compétents? En tout cas, comment les agences peuvent trouver des freelances compétents? Je pense qu'on n'a pas perdu en compétences, mais en expérience. Et en fait, malheureusement, ce sont des métiers d'expérience. On apprend tous les jours. Moi, je continue à apprendre. Les choses changent parce que juridiquement, il y a des choses qui sont mises en place. Donc, en fait, il faut toujours être dans le bain et toujours. Donc, il est important aussi que les jeunes qui arrivent viennent s'appuyer vers des genres un peu plus seniors, les accompagnent un petit bout de temps pour quand même essayer d'avoir cette culture et d'être à l'affût de tout ce qui change. Donc ça, c'est vraiment important. Et en ce moment, on le voit très bien parce qu'il y a une grosse demande en personnel de manière générale. Et du coup, il y a des gens qui arrivent sur le terrain qui découvrent en fait, en même temps qu'ils sont obligés de le faire. Donc, et malheureusement, ils sont responsables de ce qu'ils sont en train de faire. Oui, parce que c'est assez facile de s'auto-proclamer directeur de production ou s'auto-proclamer directeur technique. Je prêche pour ma paroisse. Mais pour autant, qu'est-ce que ça veut dire derrière? On a quand même le mot directeur, donc on doit diriger tout ça. Donc ça a une grosse notion de responsabilité. Merci à tous. On va passer aux sessions de questions-réponses. J'ai une demi-main qui s'est levée là-bas. Bonjour, Pascal Boileau. Alors j'ai fait de la direction technique et je suis aussi artificier. Et en pyrotechnie, au ce moment de l'actualité, c'est un peu dramatique puisqu'il y a eu actuellement il y a le procès de l'accident qui a fait 2 morts à Cholet. Et là, effectivement, on voit que la chaîne de responsabilité, elle est complexe extérieurement. Elle est plus simple quand on la regarde professionnellement. Et effectivement, la répartition des responsabilités est juridiquement après un jeu de passe-passe, parce qu'entre l'organisateur, le prestataire, le garant de la sécurité, eh bien effectivement, à qui la faute? Donc il y a quand même une réglementation, il y a des lois où effectivement il y a une répartition des responsabilités, mais qu'il faut que chaque partie prenne la sienne. Tout à fait. Et vous aviez une question Alors, j'ai pas de question, c'était plutôt juste un témoignage. C'était plus un témoignage, parce que c'est d'actualité. Et effectivement, ça a beaucoup impacté la profession. Et effectivement, dès qu'il y a un cas dramatique, alors j'ai connu Furiani aussi, vous en parliez tout à l'heure. Moi, je montais des tribunes à l'époque. Et je peux vous dire que les commissions de sécurité, après Furiani, elles ne signaient plus rien. Elles ne voulaient surtout pas s'engager. Et en plus, la difficulté en tant que professionnel, c'est d'expliquer aux gens qui vous contrôlent ce qui est la réalité technique et la cohérence qu'il faut avoir quand on contrôle aussi. Parce qu'après l'accident de Cholet, enfin, on a eu des contrôles des préfets qui sont venus sur le terrain, des commissions de sécurité qui n'existaient pas sur la pyrotechnie. Et je dirais que nous, on ne demande que ça, que les règles soient appliquées et effectivement, tout le monde sera gagnant. Très bien, merci beaucoup pour ce témoignage. D'autres questions, d'autres témoignages éventuellement? Profitez. Monsieur, devant, Régis. Oui, bonjour. Donc, Roland Zeller, je suis freelance depuis 1 an. Donc, un peu cette jeune génération dont vous parlez post-Covid.
Et j'ai des questions parce que maintenant, de plus en plus de lieux, justement, ils proposent des packaging complets avec le traiteur, tout ce qu'il faut. Et en fait, je trouve que ça peut nous faire baisser notre vigilance comparé aux assurances parce qu'en fait, on n'en sait rien et on n'a pas le choix de travailler avec ces gens-là. Et du coup, je trouve que ça peut compliquer notre métier. Voilà. Alors, vous êtes dans quel métier ? Chargé de projet. Chargé de projet, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est une question intéressante de dire à un moment, on réserve un lieu et on n'a pas le choix des prestataires, en résumé. Donc on est obligé de travailler avec les prestataires. Alors, je crois que Peggy, on en avait parlé, ça. Oui, merci beaucoup parce que c'était un sujet qu'on avait abordé, qu'on n'a pas abordé là. Donc merci beaucoup pour votre question. Oui, ça c'est pareil. On est de plus en plus confrontés, que ce soit nous, nos adhérents, les autres agences. Alors les lieux, de plus en plus, effectivement, on dépackage. Alors, c'est vrai qu'on en a parlé aussi avec Patricia. C'est c'est quoi notre responsabilité ? Parce que, alors, on a tout à l'heure parlé en début de cette conférence, on a évoqué l'idée du contrat. Quand même pour essayer de cadrer un minimum les choses. Voilà, je vous ai parlé aussi de comment nous on structure un petit peu au niveau de l'événement, un peu tout ça. Mais en fait, oui, on va contractualiser avec notre client. Mais si notre client en fait est passé par un lieu, par exemple, qui a choisi, qui a ses propres prestataires, comment on fait nous pour contractualiser avec ces gens, voilà, et aussi sinon, même si c'est pas l'histoire du client, mais c'est le lieu. S'il a des prestataires, nous, on va devoir faire avec ces prestataires. C'est quoi notre responsabilité ? Comment on peut agir là-dessus ? Alors moi, j'irais même un tout petit peu plus loin. C'est est-ce que légalement, j'en sais rien, je suis pas du tout sachant là-dessus, est-ce que légalement on pourrait quand même obliger les lieux à dire voilà, vous avez le choix entre tel et tel, par exemple pour les traiteurs vous avez 3 traiteurs, pour les prestataires techniques vous avez trois prestataires, etc. pour justement quand même avoir le choix, parce que la difficulté au niveau des agences, c'est qu'on se retrouve notamment à avoir des obligations de travailler avec des prestataires et on n'est même pas sûr qu'ils soient dans les prix du marché. Ouais, mais on n'est plus tout à fait dans la responsabilité qu'on voulait traiter. Et je pense que Stanislas a son mot à dire. Il y a un point par contre qu'on aimerait bien, nous, en tant qu'agence, c'est que dès lors qu'un lieu a ses prestataires référencés, en fait, on se rend compte que c'est le lieu qui nous fait le devis. Bon, bizarre. En fait, on aimerait que ce soit le prestataire qui nous fasse le devis, parce que nous, en fait, c'est nous le chassant. En fait, on donne un cahier des charges. En fait, c'est le lieu qui le repasse au prestataire. En fait, il y a cette espèce de truc comme ça, mais c'est pas logique. Et en fait, on aimerait bien savoir quel contrat, qu'est-ce qui contractualise, parce qu'en fait, on ne sait pas qu'est-ce qui contractualise entre le lieu et le lieu, la responsabilité. En fait, on n'a pas ces éléments. Et en fait, ça, c'est de plus en plus, et ça peut pas fonctionner. Alors ça peut, en effet, on peut se dire qu'on a le choix entre 3 prestataires d'hôtesse ou 3 prestataires de traiteurs, par exemple. C'est relativement simple. En revanche, pour la partie technique, je sais que ça peut être un petit peu compliqué puisqu'ils mettent souvent du matériel en place pour fluidifier et faire en sorte que la prestation se fasse de la façon la plus efficace possible. Mais en effet, quelle est votre position au niveau du Sympaz là-dessus ? Alors, c'est vrai que la liaison tripartite entre le lieu, l'agence, même quadripartite, si on rajoute l'annonceur quand il a commandé la salle de son côté, est un peu complexe. C'est dans le contrat. Donc c'est le contrat qui régit, qui va laisser la place au prestataire ou à l'annonceur dans le contrat du lieu. Donc c'est ça qui régit, c'est ça qui fait foi. Et la notion de responsabilité est importante parce que c'est dans le contrat qu'on va trouver la notion de responsabilité par rapport au prestataire, par rapport à l'agence, comment ça va se caler. Après, c'est clair que un prestataire qui va dans un lieu, il fait des investissements importants pour que les temps de montage et de démontage soient réduits. Donc même si en soi c'est un partenaire imposé, normalement il doit vous faire bénéficier de coûts plus réduits parce qu'il y a moins de frais de démontage et de démontage. Voilà, et cet investissement, voilà, nous en tant que prestataire, on est entre le marteau et l'enclume parce que on a 2 clients. On a le client on a le lieu comme client et puis on peut avoir l'agence comme client. Donc on est un petit peu entre les deux, mais c'est quelque chose qu'on va travailler prochainement justement entre le Sympaz et l'événement pour regarder, et la 3e organisation qui s'appelle La Clé. On va évoquer un petit peu ces sujets tripartites parce que la finalité de tout ça, c'est que on travaille en sécurité,
que les responsabilités soient claires, que chacun puisse gagner sa vie correctement et que au final, le client final soit content et qu'on fasse des événements de qualité. C'est ça la finalité. Alors je rajoute même, entre le marteau et l'enclume, les freelances. Mais vous êtes prestataire. Oui, tout à fait, mais je rajoute dans tout ce petit monde... au Sympass, du reste. Certainement. Donc j'ajoute à tout ce petit monde, en effet, les freelances, qu'ils soient les DIRTech ou les DIRProd, en effet, nous aussi, on est souvent confrontés à cette problématique-là, à répondre aux demandes de clients-agences et aux exigences du lieu prestataire, on va dire, et on se retrouve aussi parfois en difficulté. Je relaisse la parole au public en folie. Voilà, il y a forte question, c'est impressionnant. Alors vous avez un panel quand même très très intéressant de spécialistes et d'experts, donc profitez-en. C'est pas tous les jours qu'on a ce plateau-là. Dernier mot. Patricia, je crois que tu voulais rajouter quelque chose. Je t'avais en juriste, oui, voilà, sur merci. la partie juriste. C'est à propos de votre question. Je ne sais pas si vous avez été... quand un site vous impose ses prestataires, quand vous dites ça nous fait baisser un peu la garde sur éventuellement les responsabilités. Redonne le micro au monsieur pour qu'on l'entende bien. C'est qu'au final, je trouve qu'il n'y a aucune marge, on peut rien faire. On est juste là pour prendre le coup s'il tombe, mais on n'a pas trop la main dessus, quoi. C'est ça que je trouve un peu dérangeant là-dedans. En fait, encore une fois, c'est une question d'environnement. Par exemple, pour ce qui va relever de la prévention sécurité incendie, on se disait en discutant ce midi que c'était plutôt une bonne chose, par exemple, si les SIAP sont imposés par le lieu ou si le régisseur est imposé par le lieu. Pourquoi ? Parce qu'il connaît mieux le lieu que les personnels extérieurs. Donc là, ça sera quelque chose qui peut vous faciliter la vie. Pour le reste, ça relève du commercial, pour ce qui relève du traiteur ou je ne sais pas quoi vous pensez d'autre. Et pour ce qui va être des structures, si vous avez un doute, sous réserve de ICE, on peut toujours faire passer un bureau de contrôle extérieur, il me semble, de toute façon. C'est tout à fait ça, oui. Donc si vous avez un doute, n'ayez pas peur d'aller voir un autre sachant pour vérifier que ce qui vous a été proposé par le lieu est conforme. C'était pour affiner dans les réponses que vous cherchiez. D'autant qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est l'obligation de moyens et l'obligation de résultats. Alors ça c'est un bien grand mot, c'est-à-dire que souvent, nous, on préfère dire qu'on a des obligations de moyens, surtout dans ce cadre-là, parce que comment on peut avoir une obligation de résultat dès lors qu'on nous impose les prestataires ? Ça, c'est pas... Et ça, c'est sur cette chose-là, j'aimerais vraiment qu'on puisse nous dire quelque chose. Qui peut intervenir là-dessus, justement, si on est trop contraint par le lieu qui est optionné, comment faire en sorte de satisfaire tout le monde, quoi. Obligation de moyens, obligation de résultats. C'est effectivement une notion juridique, mais je ne sais pas si vous souhaitez l'entendre au sens commun du terme ou pas. Par exemple, quand vous montez un dossier de demande d'autorisation auprès des autorités, un directeur technique ou un directeur de prod, vous ne pouvez pas être astreint à une obligation de résultat. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas vous qui délivrez l'autorisation. Vous êtes astreint à une obligation de moyens. L'obligation de moyens, ça consiste à se donner un maximum de chances, à être un maximum expert, à déposer les dossiers avec les bonnes pièces dans les bons délais. Ça, c'est l'obligation de moyens. En l'occurrence, l'obligation de résultat, c'est pas la peine de l'acheter ou de la vendre. Elle est nulle sur cet exemple, puisque c'est l'autorité qui la donne. Donc dès lors qu'un client veut nous imposer une obligation de résultat, on peut très bien lui dire bah non, là c'est... Alors tout dépend de quoi on parle, de quel résultat on parle. L'obligation de résultat qui fasse beau, non, ça c'est pas possible. L'obligation de résultat que la soirée, je sais pas, il y a des girafes qui défilent avec des chapeaux en plumes, a priori, si c'est possible, c'est possible. Oui, je pense que Cédric, tu avais peut-être un exemple concret là-dessus. L'obligation de moyens, elle se confond, vos obligations de moyens, elles se confondent un peu avec vos obligations de conseil. Je reviens dessus parce qu'effectivement, pas plus tard qu'il y a 2 jours, il y a l'une de vos consoeurs, si j'ai parmi vous des organisateurs d'événements,
qui a été recherché par sa cliente pour défaut de conseil dans le cadre d'un événement qui est conçu pour aller en Islande en janvier prochain. L'événement a été monté depuis environ 6 mois. Nul n'est censé ignorer que, je crois en 2010, il y a un volcan au nom imprononçable qui a craché des nuages de cendres jusqu'à 8 km ou 10 km de hauteur, ce qui a mis à mal tout le trafic aérien d'Europe. Et donc, bien évidemment, quand ils ont vu qu'en Islande, à nouveau, sur la faille, le magma commençait à remonter à la surface, la cliente a demandé à son agence si ils étaient bien assurés, surtout après 2 ans de Covid et autant d'événements annulés, s'ils étaient bien assurés pour l'impossibilité de faire l'événement au mois de janvier prochain. L'agence s'est précipitée vers moi en me disant « Cédric, est-ce qu'on peut couvrir le risque d'opération ?» Vous êtes gentil, le magma a déjà commencé à remonter, donc je veux bien interroger le marché. Il y a une demi-douzaine d'assureurs qui sont susceptibles de garantir les risques d'opération, ce qu'on appelle l'annulation, le report, l'ajournement d'un événement. Je savais déjà quelle allait être leur réponse. Pour autant, j'ai transmis la réponse à l'agence en question, qui l'a retransmise à sa cliente. Et la cliente vient de la signer en défaut de conseil. Vous n'étiez pas censé ignorer qu'en m'emmenant avec tous mes collaborateurs en Islande, le risque sismique étant important, a fortiori parce que ça a déjà causé un problème il y a moins de 15 ans, vous auriez dû me proposer l'assurance annulation. C'est pas le fait de l'avoir souscrite ou pas, cette assurance annulation. Vous auriez dû me la proposer, vous ne me l'avez pas proposée, donc si jamais ça se passe pas bien, vous êtes en défaut de conseil. L'obligation de moyens dont on vient de parler, elle passe aussi par la potentielle mise en cause de l'agence pour défaut de conseil, de ne pas avoir appréhendé certains risques qui auraient pu être assurés pour proposer à sa cliente qu'ils soient couverts. Après, vous avez répondu à votre obligation de conseil. Que votre cliente souscrive à ce que vous lui proposez, c'est un autre débat. Si elle a refusé, elle ne pourra pas vous poursuivre. Merci. Frédéric, tu entends comme on avait encore 1 heure ou 2, oui, on a largement le temps. Je vais lancer un débat. Et en fait, pour répondre un peu à la question qui a été posée sur les sites, comment fait-on quand il y a un chargé de sécurité du site et qui nous dit « moi, je récupère vos éléments et c'est moi qui gère le dossier ». Parce que du coup, il est juge et partie. Donc, que se passe-t-il dans ce cas-là ? Hervé, est-ce qu'on parle bien d'un chargé de sécurité ? Est-ce qu'on parle d'un responsable unique de sécurité ? Et là, on va peut-être jouer un petit peu avec les mots. Est-ce que tu peux déjà éclaircir ça pour qu'on soit bien clair ? Entre le russe, le responsable unique de sécurité, et le chargé de sécurité. Alors, c'est 2 choses différentes. Le russe, c'est le responsable unique, la responsable unique de la sécurité sur un établissement où on a plusieurs types d'activités. Par exemple, on va prendre le Palais des Congrès, on a un centre d'expo, on a un auditorium, on a un parking, on a des boutiques. Donc pour gérer tout ça, on doit nommer un responsable unique de sécurité. Donc lui, il va gérer tout l'ensemble du bâtiment. C'est bien une personne physique qu'on peut rencontrer, une personne qu'on peut totalement appeler, physique. Et voilà. auquel on peut poser des questions. Exactement. Ensuite, le chargé de sécurité, on va le retrouver dans l'événement ou sur les salons. D'avoir un chargé de sécurité qui est déjà dans un établissement à demeure et proposer à un organisateur de passer par leur chargé de sécurité propre, il y a, il y a conflit d'intérêts. Parce que le chargé de sécurité, effectivement, on va vérifier les aménagements que met en place l'organisateur qui nous a mandatés, mais on est aussi là pour surveiller que les équipements de l'établissement sont en parfait état de fonctionnement. Donc c'est pour ça, sur un site, il pourrait y avoir des omissions d'un chargé de sécurité qui est à plein temps. Donc on est d'accord que c'est jugé partie. Totalement. Il faut se méfier. Voilà. En revanche, on peut parler au responsable unique de sécurité, puisque il faut quand même bien comprendre, et je pense que tu vas me confirmer, Hervé, que le lieu peut aller au-delà de la réglementation. S'il le souhaite, il peut aggraver la réglementation sous sa entière responsabilité, dire chez moi c'est comme ça, votre article là, moi il me va pas, je veux aller au-delà de cette responsabilité. Totalement, dans un cahier des charges, un responsable de site peut aller au-delà de la réglementation. Mais jamais en dessous, toujours au-delà. Oui, bien sûr. La réglementation, c'est le minimum, mais on peut aller au-delà. Et donc, du coup, en effet, il faut bien vérifier ce qui peut être marqué dans les cahiers des charges d'exploitation. C'est très important. Peggy, oui, juste rebondir juste 2 mots, effectivement.
moi, pour pas citer l'événement, effectivement, j'ai été confrontée à un lieu, effectivement, qui a un Russe et qui fait appel à son chargé de sécurité. Alors certes, c'est une boîte extérieure, mais il est tout le temps là. En fait, c'est quelqu'un qui a un contrat avec le lieu, et en fait, on doit passer par ce chargé de sécurité, par cette société. Donc là, je me dis, Alors, voilà. J'ai entendu contrat, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toi qui dois contractualiser. Enfin, quel est le conseil dans ce cas-là? Est-ce qu'il faudrait contractualiser directement avec ce chargé de sécurité qui est imposé? En fait, c'est le lieu qui vous dit, le lieu vous dit, vous devez passer par ce chargé de sécurité. Alors, c'est comme Hervé Pierre. Oui, ça arrive beaucoup des sites qui proposent un chargé de sécurité, mais l'organisateur est toujours libre de choisir son propre chargé de sécurité. Il ne peut pas être imposé. Je me suis fait avoir. D'accord, c'est des notions qui sont importantes, et c'est vrai que je pense qu'il ne faut pas se laisser berner non plus par ce qu'on peut essayer de nous imposer. En effet, le Russe est une personne du site, employée par le site et fixe sur le site, qui n'est pas forcément chargé de sécurité d'ailleurs, hein, mais lui va gérer uniquement son bâtiment en sécurité. Voilà, et le chargé de sécurité qui lui est extérieur, et donc du coup qui a un rôle de conseil complètement indépendant. Et encore une fois, il ne faut pas confondre non plus avec la commission de sécurité qui, elle, si tu veux bien compléter un peu, parce qu'il y a souvent un petit peu de mélange entre tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une commission de sécurité? Alors, une commission de sécurité, alors sur Paris, parce qu'il y a plusieurs cas, sur Paris, ça regroupe un responsable de la préfecture, on a un architecte de sécurité qui lui va gérer tous les problèmes bâtimentaires ou stabilité. On a le laboratoire central de la préfecture qui lui va gérer toutes les parties installations techniques, ça va du chauffage, éclairage sécu, alarme, désenfumage. Et ensuite, on a la BSPP qui lui va gérer les moyens de secours, les évacuations, les accès avec les engins. Donc ces gens, ils viennent en commission de sécurité. Alors on a des commissions de sécurité pour homologuer des bâtiments, mais sur certaines manifestations, ils se déplacent également pour venir vérifier l'ensemble des aménagements et les installations réalisées. Et le chargé de sécurité, lui, il est plutôt là, il est une aide pour l'organisateur. Il aide également à passer les commissions de sécurité, parce que souvent on a des jargons bien spécifiques, avec des anachronismes et tout ça. Donc on aide l'organisateur à les aider, les accompagner plutôt, pour avoir le même langage en parlant avec la commission de sécurité. Donc je tords le cou à certaines idées. Hein. Tu n'es pas commission de sécurité. Je ne suis pas commission de sécurité. Emmanuel, ICE, n'est pas commission de sécurité. Moi, de toute façon, je pense que c'est assez simple. La commission de sécurité, on ne la rémunère pas. Jamais. Puisqu'elle est déclenchée par les autorités. Non, officiellement, hein, je parle bien. Je parle officiellement. Pas la soudoyer. Non, bien sûr que non. Voilà. Alors, je retente des questions. Et ça va être encore... Ah, merci. Alors, présente-toi. Je te connais un petit peu, mais présente-toi quand même. Ouais. Je m'appelle Thierry Caillot, moi je fais de la direction technique depuis une quinzaine d'années. Je voulais savoir si le passage d'un cabinet type ICE dédouanait l'agence de certaines responsabilités. C'est-à-dire que, admettons que je monte une scène, un totem, que Emmanuel, on se connaît bien, que tu me valides, et pendant l'événement il y a un accident. Est-ce que ça me dédouane l'agence, ou le DIRTEC ou le DIRPROD, ta validation lors de ton passage? Alors, on a un petit peu abordé tout à l'heure, mais tu peux réenfoncer le clou. En fait, du tout, parce que nous, on vient là juste pour le montage, mais on n'est pas là pendant l'exploitation, donc on ne sait pas en fait comment l'équipement, lui, il est utilisé par la suite. On sait juste quelle est son utilité en fait. Mais l'exploitation, on n'est pas là. Donc de toute manière, la responsabilité, non, l'agence n'est pas dédouanée. Parce que on est là en fait pour amener en fait un avis sur une conformité en fait de montage, mais pas sur l'exploitation. Patricia, tu veux rajouter quelque chose pour le juridique? Oui, quand même. Si en tant que DIRTEC ou DIRPROD, vous faites appel à un prestataire dont c'est le métier, dont c'est le cœur de métier de monter des structures, voilà, donc ça c'est un sachant, c'est un expert, et qu'ensuite vous faites passer une commission de sécurité derrière, vous aurez fait votre job. Ce qui n'est pas, ça serait pas la même chose si c'est le tonton de je sais pas quoi qui vient monter une structure, etc. Donc voilà, vous aurez fait votre job. Ce qui n'empêchera pas, s'il y avait un accident,
qu'on recherchera les responsabilités. Dans ce cas-là, on s'attachera à regarder si la structure était suffisamment bien montée pour, je ne sais pas, supporter du poids, etc. Mais si votre prestataire est un expert, si vous avez fait passer la commission de sécu, ça devrait bien se passer quand même. Qu'est-ce que tu appelles commission de sécu, Patricia? Parce que justement, oui, pardon. Voilà. Excusez-moi. Attention, les terminologies sont hyper importantes. Oui, pardon. S'il y a eu un bureau de prévention et ensuite un bureau de contrôle, autant pour moi. Emmanuel, moi j'ai une question en fait. Je voulais savoir quelles étaient les responsabilités des intervenants dans le cas où on viendrait à travailler en fait dans un lieu qui potentiellement aurait un avis défavorable en fait à l'ouverture. Parce que, alors, qui serait pas ERP, oui et non, parce qu'en fait il l'a été, mais lors de la dernière commission, il peut très bien avoir un certain nombre d'observations qu'il a l'année en fait pour pouvoir lever. Et de ce fait-là, ça peut très bien être sur la sécurité incendie, sur l'électricité ou sur plein d'autres choses. Les prestataires qui vont intervenir à l'intérieur, en fait, quelles sont leurs responsabilités s'il se passe quoi que ce soit? Hervé, tu veux peut-être intervenir? Parce que si jamais, en effet, il y a une commission de sécurité qui passe dans un ERP et qui dit, bon, maintenant, ça va plus, c'est quoi les différents niveaux? C'est on ferme immédiatement, fermeture administrative, ou alors on continue l'exploitation sous réserve que des travaux soient faits à échéance 1 mois, 2 mois, etc. Comment ça se passe? Si un établissement a reçu un avis défavorable à la poursuite de son exploitation, normalement il ne se passe plus rien et on interdit toute manif. C'est une fermeture administrative, peut-être temporaire, mais en tout cas une fermeture. Voilà, tout à fait. C'est pas une vraie fermeture administrative avec les scellés et tout ça. Pardon, excusez-moi. Mais effectivement, on ne peut plus exploiter l'établissement tant qu'il est en avis défavorable. Et normalement, toi, tu as reçu, en fait, tu es au courant de quand si par exemple, sinon on te dit on va aller en tel lieu et tu peux dire, ah bah attends, je comprends pas parce que ce lieu, il a. Si on le sait, et si on a eu la question avant et qu'on s'est renseigné auprès de la presse, oui, on le sait. Oui. Mais souvent, on a des petites surprises. En fait, vous avez surtout des surprises entre un lieu qui tourne, qui exploite, qui va bien. Et d'un seul coup, donc le lieu est loué par le client, une agence organise l'événement, et à 2 mois ou 1 ou 2 mois, on s'aperçoit que le lieu n'est plus ERP parce que la commission de sécu est passée, qu'elle avait déjà donné instruction de faire ça, ça et ça, et que ça n'a pas été fait. Et ça, c'est vrai qu'on est confronté à des lieux comme ça. Le pur bonheur, c'est quand c'est en Fashion Week, hein, parce que tout voilà. Donc là, il n'y a pas 150 solutions. Hein. On appelle l'assureur pour voir s'il couvre quand même. Il couvre pas, mais si l'agence avait effectivement préconisé la prise d'un contrat d'assurance annulation, le contrat d'assurance annulation, il est censé couvrir pour tout ce qui est soudain, imprévisible et extérieur à la volonté de l'agence organisatrice et de son client pour qui il organise un événement. Donc la fermeture du lieu qui avait été pressenti, c'est bien quelque chose de soudain, d'imprévisible et d'extérieur à leur volonté. Donc normalement, l'assureur annulation pourrait couvrir au moins le remboursement de toutes les sommes qui ont été versées pour organiser l'événement et éventuellement pour le reporter dans un autre lieu. Mais en matière de responsabilité, effectivement, si des gens se rendaient sur place, il n'y aurait pas forcément de contrat d'assurance qui fonctionne derrière si le lieu n'était pas agréé pour recevoir du public. Donc, ça veut dire qu'en fait, tout le temps, il faut proposer cette assurance annulation. Ça fait 33 ans que je le dis. Enfin, il peut le dire sur une scène de façon officielle. Nous avons une question en salle. Ah, merci, heureusement que vous êtes là pour poser des questions. J'ai encore une petite question pour animer cette table ronde. Vous qui avez un peu d'expérience là-dedans, quels sont un peu, comme on dirait maintenant, les red flags quand on visite un lieu et qu'on a l'impression, justement, voilà, typiquement pour pas se retrouver en face d'une déclassification ERP ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a des signes qu'on peut un peu voir pendant les repérages ou les choses comme ça, si vous pouviez partager votre expérience? Alors Hervé Pierre, tu vas peut-être répondre. Alors, peut-être en repérage, ça va pas se voir, mais c'est demander au responsable du site de fournir le dernier PV de la commission de sécurité ou son agrément pour les 5e catégories qu'il a eu il y a 4-5 ans. Voilà. Prenez des notes. 1, redemandez le PV.
Alors, moi, je propose aussi de faire des repérages avec des directeurs techniques. C'est surtout pas un document confidentiel. Hein. Si on vous dit on ne peut pas vous le montrer, c'est confidentiel, c'est pas vrai. Hein. C'est totalement faux. Et donc, je vous invite aussi à faire des repérages avec des sachants, à minima. Donc, en effet, des personnes qui ont un peu de formation au niveau sécurité incendie, parce que c'est relativement facile quand on connaît. Voilà, on a parlé que la priorité, c'était de préserver la sécurité du public. Donc, ça veut dire de pouvoir le faire évacuer en toute sécurité. Donc, des dégagements en nombre et en largeur suffisant, un éclairage, un désenfumage, des choses très basiques. Donc, en effet, quand on visite un lieu et qu'on voit qu'on doit mettre 800 personnes et que vous voyez une issue de secours, je crois que Hervé sait de quoi je parle, une seule issue de secours et la deuxième issue de secours, et on vous dit mais attendez, elle est où la deuxième issue de secours? Et on me dit ah ben c'est pas compliqué, vous ouvrez la grande porte et vous descendez la rampe du parking. Tu vois où on est, Hervé? Donc là, bah, évidemment que c'est non, on n'évacue pas dans un autre ERP, quoi. Donc ça marche pas. Donc ça, c'est des choses relativement basiques. Surtout dans un parc de stationnement. Voilà, surtout dans un parc de stationnement avec du stockage d'hydrocarbures, des risques potentiels, des risques majeurs au niveau potentiel calorifique, quoi. Alors un autre signal faible, c'est de demander l'attestation d'assurance. Il faut que l'attestation comprenne les activités garanties et le tableau garanti. Parce qu'une attestation d'assurance, c'est déjà bien, il est assuré, tant mieux. Mais s'il est assuré pour un montant ridiculement faible, c'est pas à vous de le vérifier. Vous avez forcément normalement un intermédiaire d'assurance, donc n'hésitez pas. C'est pas votre activité, c'est pas votre. Si je vous parle d'ailleurs d'un papier en tête de Tokyo, Stoic, Datak, QB, vous allez me dire c'est pas un assureur, ça. Les 4 assureurs ou 5 que je viens de vous citer sont bien des assureurs de la place aujourd'hui. Vous n'avez pas la compétence pour juger du bien fondé des montants garantis. Donc n'hésitez pas à faire remonter ça à votre intermédiaire d'assurance, votre conseiller en assurance. Il faut qu'il y ait les activités garanties, parce que si le site vous dit dans les activités garanties qu'il est effectivement agréé pour recevoir 300 personnes et qu'il n'est pas agréé pour plus, c'est qu'à un moment donné, son assureur a baissé le rideau en disant oula, moi je ne veux pas couvrir s'il y a plus de 300 personnes. Et vous aviez bien évidemment imaginé en mettre 400. Dans les activités garanties, vous allez le savoir. Et dans le tableau garanti, si vous voyez qu'effectivement, c'est des montants extrêmement faibles, on vous le dira en disant changer d'endroit. Alors, moi j'ai une question, Cédric, tu parles des activités garanties. Les garanties, en fait, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qu'il y a de plus important quand on souscrit un contrat d'assurance. Je presse pour ma paroisse, moi en tant que directeur technique. Qu'est-ce qui doit être marqué sur mes garanties pour être sûr que je suis bien assuré? Parce que grosso modo, quand moi j'essaie de m'assurer à titre de mon entreprise individuelle, on m'a dit je tombe sous le coup des prestataires techniques annexes au spectacle vivant. Mais sauf que c'est pas tout à fait mon métier. Donc en quoi moi je peux vraiment réussir à négocier des clauses très particulières de garantie chez un assureur? Alors, les montants garantis, bien évidemment, il faut blinder le corporel parce que c'est ce qui coûte le plus cher. Et pour autant, la probabilité de survenance est extrêmement faible. Donc il ne faut pas non plus paniquer. Les montants sont toujours limités. Le corporel, à minima, c'est 8 à 10 millions. Pour autant, si je vous dis qu'un paraplégique de moins de 15 ans va coûter environ 7 millions d'euros, c'est les ouvertures de dossier, c'est pas forcément ce qui va être réglé, mais si vous en avez 2, vous êtes déjà au-delà du montant garanti par votre contrat. Ça, c'est le dommage corporel. Ensuite, les dommages matériels, c'est également bien évidemment tout ce que vous allez causer comme dommage au lieu que vous allez occuper temporairement. Donc le lieu, bien souvent dans le contrat de location, met à votre charge d'être assuré pour des montants minimums. Donc n'oubliez pas de vérifier que vos montants d'assurance correspondent bien à minima à ce qui est exigé par le site. Et le dernier montant, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, les fameuses erreurs, omissions, négligences dans le conseil que vous pouvez donner. C'est ce qui va coûter le plus cher dans la prime d'assurance. Il faut le blinder. Il faut le blinder en fonction bien évidemment de votre chiffre d'affaires. Là, on ne peut pas faire de généralité. Il faut que vous puissiez en parler avec un intermédiaire d'assurance spécialisé dans l'événementiel. Et pour revenir effectivement sur ton métier, il est tout à fait possible de demander à un assureur, non pas de faire rentrer ton activité dans les clauses d'une convention collective, mais bien d'avoir une juste proportion entre les responsabilités que tu portes, que tu vas porter, le chiffre d'affaires aujourd'hui que tu réalises et les montants garantis pour que la prime ne soit pas non plus insupportable.
D'accord, donc ça doit être vraiment du sur-mesure. Là, je pensais aux freelances de manière générale, en tout cas les freelances responsables. Je dirais qu'on est toujours mieux armé à plusieurs. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un véritable intérêt pour un certain nombre d'agences à être adhérentes de l'événement, parce que l'événement fait un appel d'offres pour trouver les meilleurs fournisseurs, les meilleurs partenaires, y compris en termes d'assurance. Et à partir du moment où il y a effectivement cet esprit de groupement, on tombe sur l'une des bases, l'un des fondements de l'assurance, qui est la mutualisation. Plus il y a de personnes assurées avec des activités analogues, identiques quasiment, plus les intermédiaires d'assurance pourront trouver les meilleures assurances au meilleur prix. Tout seul, on va plus vite, selon l'expression consacrée. Ensemble, on va plus loin. Très bien, merci beaucoup. Frédéric? Juste pour rebondir là-dessus, effectivement, le problème des freelances, c'est qu'ils sont tout seuls. Donc c'est un peu le but de l'association qu'on a créée il y a quelques années maintenant, où on essaie d'avoir des tarifs sur les assurances, de faire un peu de formation sur les conditions de vente, sur tout ça. Donc voilà, il faut vraiment... N'hésitez pas à venir voir ce qu'on fait, parce que ça peut intéresser tous les gens qui sont tout seuls en fait. Pour l'association des freelances de l'événementiel. Un petit mot pour finir. Oui. Je pense qu'il y a une erreur là, c'est le point d'interrogation. Je pense qu'on peut l'enlever, on est vraiment tous responsables. Oui, on va l'enlever, tu as totalement raison. Merci pour ce mot. Merci Hervé Pierre, merci Emmanuel Granier, merci Frédéric Séo, Peggy Boitel, Stanislas Surin, Patricia Latapi. Cédric Thévenot, merci à Event Paris pour leur accueil, merci à la DTE aussi, merci évidemment aux freelances de l'événementiel pour tout ça, et merci à vous tous, et à très bientôt pour une prochaine édition. Merci.